Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Dans cette émission, nous allons parler de l'impact de la santé mentale des enfants sur leur apprentissage et leur développement. À ce titre, nous avons invité mademoiselle Takal Nihad, j'espère que je le dis bien, qui est logopède dans les écoles et elle est spécialisée dans les troubles des apprentissages et du langage. Merci d'être avec nous. Bonjour Virginie. Alors, nous avons aussi avec nous monsieur Kebir Reda, psychopédagogue, politologue. Il enseigne la psychologie du développement de l'enfant à la Haute École Francisco Ferrer. Bienvenue parmi nous. Merci bien, c'est bien gentil. Nous avons aussi madame Ezati Samira, psychologue clinicienne, psychomotricienne relationnelle. Elle fait partie de l'équipe de l'espace santé famille. Merci d'être avec nous Samira. Merci à toi Virginie. Bonjour. Alors bienvenue à tous dans notre studio. L'émission est réalisée en collaboration avec l'espace santé famille, situé Chaussée de Louvain 51 à 1210 Saint-Josse. Vous êtes en direct sur Arabelle FM au 106.8. Nous répondons également à toutes vos questions via la page Facebook de l'Oblique Virginie. Donc c'est moi, je suis l'animatrice de cette émission. Et donc vous pouvez nous voir nos petites têtes en direct, puisque nous sommes sur la page Facebook en direct, en live. Et vous pouvez, en dessous de cette diffusion, poser toutes vos questions à nos invités. Vous pouvez également poser vos questions via le compte Instagram de l'espace santé famille. Alors, troubles de l'attention, dyslexie, TDAH, de plus en plus d'enfants relèvent de ces troubles de l'apprentissage, selon les bilans effectués par des professionnels. En effet, un enfant sur 10 souffre d'un trouble spécifique de l'apprentissage qui peut conduire à des risques de retard scolaire ou des problèmes affectifs et familiaux. D'autres difficultés peuvent avoir un impact majeur sur le quotidien des enfants, tels que l'image du corps, la compréhension et la régulation des émotions, la relation à soi et aux autres. Nous allons essayer de comprendre ce phénomène avec nos spécialistes, voir comment accompagner ces enfants et quelles sont les possibilités de prise en charge. Du coup, je commence avec madame Ezati. Voilà. Vous êtes spécialisée dans le domaine de la psychomotricité. Donc du coup, en quoi consiste votre métier ? Alors, je suis psychologue clinicienne de formation, donc thérapeute, et j'ai en plus comme spécialisation pouvoir intervenir avec les enfants une formation en psychomotricité relationnelle, à différencier de la psychomotricité fonctionnelle, instrumentale. Mm-hmm. En effet, il y a deux courants. Donc il y a le courant psychomotricité fonctionnelle qu'on étudie à la Haute École. En gros, ça s'inscrit dans le champ des neurosciences. Donc ils vont plus intervenir auprès des enfants pour leur développement psychomoteur au sens propre, comme pourrait faire un kiné avec de la rééducation physique. Alors que moi, en tant que psychomotricienne relationnelle, j'ai fait ma spécialisation en post-universitaire à l'école au Couturier. Et c'est un plus que j'ai en tant que thérapeute. Mais c'est une formation plutôt avec une orientation thérapeutique. Voilà, thérapeutique, psychanalytique. Ouais. Voilà. Ouais. Donc voilà, petite précision. Et alors, pourquoi la psychomotricité ? Parce que pour moi, l'être humain est à la fois psyché et soma. Alors, donc dans psychomotricité, on entend psycho et motricité, somatique, corps. D'accord. Et ça me permet d'appréhender l'enfant, d'entrer en lien avec lui. Parce que l'enfant, comme langage privilégié qu'il a, c'est le jeu, le corps, la motricité. C'est sa manière avant le langage. Il communique via le non-verbal. Voilà, dans un premier temps par le non-verbal. On pourra développer tout ça après. Et donc vous travaillez avec le langage du corps, entre guillemets, de manière thérapeutique en tant que psychologue et psychomotricienne relationnelle. C'est ça. D'accord, ok. Alors, je me retourne vers monsieur Kebir. Quel est plutôt votre travail, vos connaissances de l'enfant ? Oui, bien sûr. Donc initialement, je suis licencié en psychologie et en sciences de l'éducation. Et donc, j'ai eu l'opportunité, vu que c'est un de mes autres diplômes, d'enseigner l'éducation physique pendant une dizaine d'années. Et donc, par la suite, j'ai été amené à enseigner en haute école. Et donc, actuellement, je dispense des cours de psychologie du développement, psychologie de la communication, psychologie des apprentissages. Et c'est vraiment dans le carcan de la pédagogie, de l'éducation et lié à l'enfant. Sur le côté, je conseille. Je reçois aussi des parents en difficulté ou des enfants en difficulté, que ce soit de l'ordre de l'éducationnel ou bien de l'ordre du psychologique. Et donc, ensemble, on essaie de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut proposer des pistes de solutions, des outils, des aménagements pour justement pallier aux difficultés rencontrées par les intervenants, en fait. Super, merci beaucoup. Et alors, madame Takal, vous êtes logopède, donc à quel moment on fait appel à une logopède ? À quel moment un enfant doit venir consulter une logopède ? Bien, je dirais que la consultation, elle doit se faire le plus tôt possible.
du moins, dès que le parent commence à remarquer que son enfant a des difficultés, je pense surtout lorsque les parents, généralement, ont plusieurs enfants, à un moment dans l'éducation, il y a des comparaisons qui se font. Et par moment, on remarque que, tiens, mon enfant, là, à ce niveau-là, il est en retard, ou le babillage ne s'est pas mis en place, etc. Et donc, du coup, je pense que plus tôt on préconise justement la prise en charge précoce, parce que plus tôt on intervient, au mieux c'est, au mieux on peut rattraper certains retards ou autres. Ok, super. Donc, un peu aux parents aussi de faire attention. Je suppose qu'à l'école, on fait aussi attention. Si par exemple, il y a des retards de développement, etc., ça peut arriver que l'école ou les parents se disent « Tiens, finalement, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et puis alors, on va voir une logopède pour voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui se passe. Oui, exactement. En fait, les demandes, elles peuvent venir d'un peu partout. Ça peut venir autant du parent lorsqu'il est très attentif ou qu'il remarque certaines choses. Ça peut venir d'un autre professionnel de la santé. Et puis, bien entendu, lorsque l'enfant entre en l'école, naturellement, l'institutrice pourrait remarquer la difficulté comparée à d'autres enfants et viendrait sonner un peu cette sonnette d'alarme pour nous prévenir les parents, et les orienter vers un ou une logopède. Super, ok. Et du coup, ça se passe comment une séance de logopédie en général ? Alors, une séance de logopédie, c'est très très vaste. Tout dépendra, bien entendu, du type de prise en charge, de l'endroit où c'est pris en charge, de la demande. De manière générale, comment ça se passe ? Donc, le parent arrive avec une demande qui est initialement la sienne ou celle d'un professeur ou d'un autre professionnel de la santé. Et suite à ça, on établit un bilan. Le bilan, donc il va y avoir toutes sortes d'activités qu'on va proposer à l'enfant, qui vont dépendre de son âge, de son niveau de langage, etc. Et donc c'est un test. Ce sont des épreuves qui sont standardisées, qui vont nous permettre de dégager des scores, des résultats qui sont normés. Et suite à ça, on a cette donnée qui est chiffrée, qui est quantitative, et l'expertise et l'analyse du logopède va venir amener des informations qui sont plutôt qualitatives, va venir expliquer tiens, pourquoi il y a ce score-là, pourquoi dans le bilan c'est noté en rouge. Et donc du coup, suite à ça, on établit un projet thérapeutique qui est basé sur les difficultés, mais surtout sur les compétences. Donc le bilan, il va vraiment permettre de prendre conscience de qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, et on va se baser sur ce qui va bien, ce qui est bien mis en place pour essayer d'avancer. C'est un peu ce qu'on appelle la zone proximale de développement, donc cette espèce de bulle où les choses sont acquises, et puis tout doucement, on va essayer de la faire grandir pour amener l'enfant à se développer et à récupérer un retard si jamais il y a. Donc vous faites un peu de la rééducation et en même temps de l'évaluation. Donc vous évaluez. Alors, bien entendu. Donc d'abord, il y a une piste de diagnostic, enfin de bilan, de bilantage, et ensuite on passe à la deuxième phase, c'est la rééducation. Ouais. C'est ça. Suite au bilan, effectivement. Ok. Madame Ezzati, comment le corps chez l'enfant nous informe-t-il sur son évolution, son bien-être, puisque voilà, vous avez parlé tout à l'heure que vous travaillez plus sur le corps de l'enfant au niveau thérapeutique. Alors du coup, comment ce corps, il vient nous dire des choses ? Alors il vient tout de suite nous dire plein de choses. Moi, une des premières questions que je pose aux parents quand ils arrivent chez moi, c'est comment votre enfant dort, la qualité de son sommeil, comment est-ce qu'il mange, comment est-ce qu'il joue. Avant de parler de toute autre chose, donc ces 3 paramètres, indicateurs corporels, m'indiquent un peu de là où il en est, l'enfant, au niveau de son développement psychique. Alors moi, j'inscris l'enfant dans une courbe de développement psychique et non de courbe de développement au niveau d'âge chronologique, en fait. J'essaie de situer l'enfant de là où il en est, au niveau de son intériorité. Je pose jamais de bilan. Moi, je suis contre les bilans. Généralement, les parents, quand ils arrivent avec un bilan chez moi, je le jette à la poubelle. Les étiquettes, les 10, les machins, moi. Mais parce et
Et de toute façon, je ne les comprends pas. C'est parce que on m'a pas appris. Mais vous vous inscrivez plus dans une optique thérapeutique, c'est pas pareil. La rééducation et le thérapeutique, c'est deux choses différentes. C'est ça. Mais ça peut être complémentaire. C'est complémentaire. De toute façon, l'enfant, il faut l'inscrire dans une prise en charge globale. Toujours. Donc quand il va pas bien, ben voilà, c'est vrai que parfois les parents viennent consulter un thérapeute, mais seulement au moment où parfois ils voient des retards d'apprentissage. C'est seulement quand on s'inquiète à l'école que souvent on vient voir le psy. Parfois c'est déjà qu'il y a une accumulation de choses qui ne vont pas. Enfin, moi, je remarque ça dans mes consultations. On vient d'abord avec le bilan intellectuel, le bilan logopédique, et on vient montrer, on dit « Ah, il y a ce bilan, il y a ce bilan. » C'est la porte d'entrée, et heureusement qu'il existe, bien sûr. Mais bon, parfois, il y a des enfants qui cachent et qui ne montrent pas des difficultés d'apprentissage, mais qui sont en souffrance sur le plan psychique aussi. Donc ça existe aussi. Du coup, Monsieur Kébir, est-ce que vous pensez que la santé mentale d'un enfant peut impacter ses capacités d'apprentissage ? Et alors peut-être nous expliquer un peu plus c'est quoi un trouble d'apprentissage, si vous savez. Oui, bien sûr. Donc effectivement, quand on parle de TA, donc ce qu'on appelle communément des troubles d'apprentissage, et le lien qu'il y a avec la santé mentale, elle est établie à bien des égards, et en fait elle va dans les deux sens. Il y a une influence des troubles d'apprentissage vers la santé mentale, et inversement la santé mentale vers les troubles d'apprentissage. Je vous donne deux exemples très concrets. Un enfant qui souffre d'anxiété ou de dépression, lié peut-être à son cadre d'environnement familial ou sociétal, peut, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais peut développer des troubles d'apprentissage. Par exemple, un enfant qui est en dépression n'aura pas ce réflexe, par exemple, d'étudier volontairement. Ou alors il aura une représentation de l'école qui n'est pas la représentation qui, normalement, va avec l'école en temps normal. Là où, effectivement, on conçoit l'école dans notre société comme un lieu d'apprentissage, un enfant qui va souffrir de troubles de type anxiété, dépression, faible estime de soi, etc. Il va percevoir l'école comme une prison, comme un lieu de difficulté. Et donc, dès lors, il y a clairement ce premier lien qui est établi entre santé mentale de l'apprenant et les troubles d'apprentissage en lien. Et puis, il y a le chemin inverse qui s'opère. On voit des enfants qui, par exemple, vous le citiez à l'instant, la série de 10, comme les dysphasies, les dyslexies, etc., un enfant qui souffre de 10, qui a par exemple des difficultés sur de l'ordre de l'apprentissage des langues, ou bien des retards en apprentissage des langues, ou des retards de développement moteur, ou on parlait de la ZPD, donc la zone proximo-distale à l'instant, qui a des problèmes ou des retards dans ces développements-là, donc de l'ordre du TA, donc des troubles d'apprentissage, va clairement à un moment donné développer peut-être des troubles en santé mentale. Et donc, on a des enfants qui, a priori, sont sains, qui n'ont jamais souffert de dépression, qui n'ont jamais souffert d'anxiété, de faible estime d'eux-mêmes, etc. Et puis, à un moment donné, quand ils vont accumuler des difficultés, par exemple de la dyscalculie, des difficultés à mettre des séries de nombres, des séries mathématiques, ou développer un retard logico-mathématique, eh bien, on va voir que ces enfants, au départ d'un TA, d'un trouble d'apprentissage, vont se tourner vers des problèmes de santé mentale parce que ils n'oseront plus prendre la parole en classe, parce que ils vont se fermer sur eux-mêmes, parce que ils vont tomber sur un enseignant qui va leur dire tiens, mais t'es bête ou quoi, qu'est-ce que tu fais, ou bien même des parents qui vont à un moment donné dire qu'est-ce que tu comprends pas? Cette phrase, elle veut tout dire. C'est un boulet de canon. Quand on envoie ça à un enfant, qu'est-ce que tu comprends pas? C'est déjà une phrase qui est un non-sens, parce que dire à un enfant qu'est-ce que tu comprends pas, lui-même ne comprend pas ce qu'il ne comprend pas. Donc comment est-ce qu'il peut le restituer aux parents? Mais donc clairement, on voit clairement dans les études menées, et il y en a une qui a été menée par VAC dans la fin des années 2010, où effectivement il y a un lien entre la santé mentale, les difficultés rencontrées et les troubles de l'attention. Et donc clairement, il crée un répertoire commun dans cette étude entre les difficultés rencontrées en termes d'apprentissage et la santé mentale de l'enfant. Et très clairement, on voit que dans 30% des cas, un enfant qui a des troubles d'apprentissage va de facto avoir des troubles en lien avec la santé mentale. Et ça peut être, je le disais, quelque chose d'anodin pour les parents, mais qui va porter un gros préjudice en termes de santé à l'enfant. Je prends l'exemple de la dépression. Il m'arrive de rencontrer des parents où quand on leur parle de dépression, pour eux, ça n'existe pas. C'est quelque chose, voilà. Mais non, mais pourquoi est-ce qu'il y aurait une dépression? Mais qu'est-ce que tu me racontes, Reda? C'est pas possible. Au lieu que quand on voit dans les faits, clairement, l'enfant souffre de dépression et il y aura un lien direct qui va s'opérer sur la manière d'apprendre. Là où on peut rassurer les parents, c'est de dire qu'effectivement,
il y a un lien clair entre santé mentale et troubles de l'apprentissage, mais par contre, tous les parents ont les clés en main pour justement pallier à ce genre de difficultés rencontrées. Et donc, un environnement sain, on en parlait à l'instant, un cadre de référence que moi j'appelle le cadre pédagogique, c'était pas moi l'inventeur, c'est Jean-Jacques Rousseau, hein, mais le cadre pédagogique où quand un enfant mange en temps et en heure, va se coucher dans des rituels bien précis, où il ne souffre pas de malaise émotionnel à la maison, c'est clairement un plus pour lutter contre les troubles d'apprentissage et pour lutter contre les troubles liés à la santé mentale. Très clairement. Oui, et donc on voit que c'est, on peut dire c'est vice-versa, c'est-à-dire que la santé mentale de l'enfant impacte sur ses apprentissages, Exactement. mais des difficultés d'apprentissage peuvent impacter aussi sur la santé mentale. Exactement, et on va plus loin encore dans la réflexion. Un enfant qui va aller en cabinet, que ce soit chez une logopède ou un logopède ou chez un thérapeute, on voit déjà d'emblée que des enfants qui ont des troubles d'apprentissage vont avoir des difficultés à suivre ces thérapies. Parfois, pour la simple et bonne raison que ces enfants ont déjà des difficultés d'apprentissage. Et par exemple, je prends des processus comme des entretiens cognitivo-comportementaux, où on va par exemple poser des questions, demander à l'enfant de restituer un écrit, de lire des textes ou des ouvrages. Eh bien, si l'enfant a déjà des difficultés d'apprentissage ou des difficultés de restitution sur des processus de cognition liés à la lecture ou à l'écriture, l'effet thérapeutique ne sera pas le même que sur un enfant dit ordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des difficultés que le thérapeute doit prendre en considération déjà au préalable. Et donc, clairement, on en parlait, le bilan est une porte d'entrée, mais c'est à double tranchant, parce que du coup, les parents, parfois, ils arrivent et c'est leur fer de lance et ils se disent, il n'y a que ça qui compte. Oui, c'est ça. Il ne faut pas coller d'étiquettes trop vite aux enfants, Exactement. On en parlera tout à l'heure. Exactement. Alors, on va s'arrêter quelques instants, chers auditeurs. Restez avec nous, ça promet d'être chouette. Donc, je vous dis à tout de suite dans quelques instants sur Arabelle FM au 106.8. Nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Vous êtes en direct avec Madame Leblic. Je suis votre animatrice aujourd'hui. Vous avez sur le plateau, on a des invités qui parlent de pédagogie, de logopédie, de troubles des apprentissages et de santé mentale. On va voir que la santé mentale, et on en parlait tout à l'heure avant la pause, que la santé mentale a un impact sur les apprentissages des enfants et vice-versa, que des troubles des apprentissages peuvent avoir aussi un impact sur la santé mentale des enfants. Je vais me retourner un petit peu vers Mademoiselle Takal, peut-être nous expliquer un petit peu quels sont les troubles que vous rencontrez fréquemment dans votre pratique quotidienne. Et pour rappel, Mademoiselle Takal est logopède dans les écoles. Le domaine d'intervention en logopédie, les domaines d'intervention sont très vastes. On peut passer de l'intervention dans des troubles avec des enfants qui ont, des troubles liés à des bébés nourrissons, donc liés à, je perds mes mots, un trouble lié à la prématurité, comme travailler avec des personnes en fin de vie qui ont des troubles neurodégénératifs comme Alzheimer, Parkinson et autres. Donc ça fait que ça vous donne une idée du champ d'intervention du logopède. Et en effet, il y a différents troubles comme les troubles en langage oral et les troubles propres au langage écrit, tout ce qui est logico-mathématique et cognition mathématique. Et pour ma part, je suis spécialisée en langage oral, en tout cas je traite les troubles liés au langage oral, troubles ou retard, parce que on ne sait pas toujours si c'est un trouble dans un premier temps, et en langage écrit. D'accord, ok. Et donc vous avez des enfants essentiellement, ou vous avez aussi des adultes qui peuvent venir chez vous ? Moi, dans ma pratique, pour l'instant, je ne travaille qu'avec des enfants. Donc ça commence à 3 ans jusqu'à début du secondaire, s'il faut. Donc, 3 ans, c'est petit, hein. C'est pour les retards de langage, ça. Oui. Ouais, oui. Mais c'est très petit, 3 ans. Ouais. Mais les psychomotriciens, en effet, d'ailleurs, c'est pour ça que on est choqués quand on entend qu'un enfant de 3 ans va chez la logo. Ouais, ça passe. Parce qu'un enfant qui n'est pas encore articulé psychiquement, comment est-ce qu'il va articuler des mots ? Vous voyez ? Justement, je pense qu'il y a une chose que vous avez dite en début, c'est que le premier contact qu'on a avec les enfants, c'est le jeu. Donc, quand on parle de prévention, ici, dans des cas de retard langagier très important, on ne demande pas nécessairement à l'enfant d'articuler des mots. Et là est tout l'enjeu du bilan, c'est venir voir, en fait, c'est de la prévention. On va faire une prévention, et ça c'est très important, on va venir sensibiliser des troubles. On n'est pas du tout dans la rééducation, comme un enfant qui est
bien ancré dans ses apprentissages. Donc, pour moi, justement, j'ai été un peu étonnée d'entendre que vous disiez hop, le bilan à la poubelle. Je suis parce que ça réduit en fait tout un travail thérapeutique. Un médecin, quand il fait un bilan médical, le kiné peut pas considérer que ah non, c'est pas ça, on va le mettre à la poubelle. Je pense que en tant que thérapeute, on doit avoir cette idée de pluridisciplinarité. C'est hyper important. Alors, bien entendu, malheureusement, nous ne sommes pas tous formés à toutes les disciplines. Par exemple, oui, c'est voilà. vrai que c'est pour ça que je le jette à la poubelle, parce que déjà, je ne comprends pas. Ah, mais oui, mais alors, il faut faire attention aux termes utilisés. Et surtout, oui, c'est un peu grossier, hein, mais surtout parce que j'ai peur d'enfermer l'enfant derrière une étiquette. Moi, je veux être disposée à l'accueil de l'enfant dans comment il est en relation au monde avec l'autre. Vous voyez ? Quand j'entends jeu, c'est très bien, mais il y a jeu et jeu. Moi, en thérapie, je ne propose aucun jeu à l'enfant. Je pars du jeu spontané de l'enfant. L'enfant, de manière spontanée, va aller vers le jeu qui va répondre à son angoisse. Vous voyez ? Qui va le réassurer de manière très, très, très profonde. Exactement. Et je vais aller à la rencontre de l'enfant de là où il est. Là où il est, là maintenant, pour l'amener à là où il a goûté à du plaisir. Et venir renouer avec ce plaisir d'agir. Pour avancer avec lui, petit à petit, vers le plaisir de penser. Quand on est dans les apprentissages, c'est de penser. Mais un enfant qui n'est pas dans le plaisir de penser, il ne va jamais prendre du plaisir pour apprendre. Donc moi, ma démarche, c'est on retourne au plaisir. Déjà, au plaisir du corps, au plaisir de vivre, vous voyez ? Donc, moi, quand j'accueille un enfant, le bilan, je ne le jette pas à la poubelle, c'est faux. Je mets dans le dossier, je lis en diagonale, mais il ne me sert à rien. Vous voyez ? Parce que vous ne le comprenez pas. Parce que je ne comprends pas et je pourrais le comprendre, c'est pas ça. Hein. J'ai des capacités qui font que si je veux le comprendre, je vais le comprendre. Mais moi, je préfère offrir la liberté, vous voyez ? Oui, bien entendu. Eh bien, accompagner l'enfant à devenir qui il est déjà. J'aimerais vous informer. Mais avec tout le respect. Non, bien entendu que finalement, en fait, moi, tout ce que vous me dites, ça fait complètement écho à ma profession. Et là où vous amenez un argument un peu qui viendrait contredire, enfin, contrecarrer un peu une pratique logopédique. Alors, j'ai envie de dire, c'est totalement l'aspect et ma position en tant que logopède. Et surtout, lorsque on est dans la petite enfance et qu'on est vraiment dans un domaine de sensibilisation et de prévention, il y a des parents, il y a des cas d'enfants où lorsqu'on arrive à 3 ans et que l'enfant est complètement frustré de ne pas pouvoir communiquer avec son entourage, de ne pas pouvoir expliquer ses envies, de ne pas pouvoir rentrer en communication avec le monde de manière verbale, parce que bien entendu, la communication, elle n'est pas que verbale, mais c'est quelque chose qui est propre à l'humain, et à un moment donné, on ne peut pas venir et supprimer et dire que non, ça... Alors bien entendu, on respecte, et ça c'est une règle d'or, chaque enfant se développe à sa façon, à son aise, on ne vient pas brusquer, on vient juste essayer de stimuler, de donner, de créer un environnement où l'enfant va réellement pouvoir se nourrir et avancer et se développer. Et donc, dans le jeu, c'est exactement ça. Avec un enfant, je viens pas imposer un jeu. D'ailleurs, dans le cabinet, c'est toujours un peu compliqué parce que du coup, ils s'en sortent pas et ils voient plein de choses partout. Mais voilà, il y a des compartiments, et un peu, c'est comme Montessori, on propose des ateliers qui ne sont pas comment dire, imposés, et l'enfant va vers ce qu'il veut, ce qui lui parle. Et puis ensuite, moi, je réfléchis à ce que vous dites toutes les deux, mais on peut se demander aussi qu'est-ce qui fait que l'enfant a un retard de langage. Vous voyez, parce que parfois c'est pas que cognitif, parfois c'est pas juste un enfant qui a un retard de langage, on va dire parce qu'il a peut-être des problèmes de santé ou organiques, etc. Non, pas du tout. Parfois c'est affectif, et là c'est vrai qu'à ce moment-là, le thérapeute, il va se dire ouïe, on est en train de faire du forcing et de la rééducation sur un enfant de 3 ans qui a un retard de langage peut-être, mais en réalité, le retard de langage, il vient donner des informations sur peut-être une problématique familiale ou une souffrance chez l'enfant, etc.
Et donc, Exactement. c'est pour ça que parfois les thérapeutes se disent l'école parfois, vous savez, l'autre jour, je rigolais avec mes collègues. Donc, je précise aux auditeurs, je suis aussi psychologue. Je travaille avec Samira à l'espace santé famille. Mais bon, aujourd'hui, je suis animatrice, mais je suis aussi psychologue. Et je rigolais parce que mon enfant est en premier accueil. Donc, mais il est même pas en première maternelle. Il a 2 ans et demi. Et donc, l'institutrice me dit, ouais, il est génial, il parle bien, machin et tout. Donc, moi, je suis toute contente et tout. Puis, à un moment donné, elle me dit, oui, mais en fait, il tient pas encore très bien son crayon entre son pouce et son index pour faire les dessins. Alors moi, je suis quand même psychologue, donc du coup j'ai souri. Je me suis dit, ça va, il est normal, quoi. Je veux dire. Mais je me dis, un parent qui sait pas ça, qui est pas psychologue, il va se dire, oh là là, mon enfant, il a un retard d'écriture ou une dysgraphie, ou il va aller peut-être consulter des logopèdes, etc. Et on va aller vite vers un logopède, alors qu'un enfant qui tient pas son crayon entre son pouce et son index à 2 ans et demi, excusez-moi, s'il le faisait, je crois que ce serait un génie, enfin, il serait en avance pour son âge. Donc, parfois, l'école pousse un petit peu à outrance, et le fait de pousser à outrance, je pense que ça rejoint un peu ce que monsieur Kébir disait aussi, c'est comme un enfant 10 aussi qui arrive pas, on lui demande de faire, et pourquoi tu arrives pas, et pourquoi tu comprends pas. Ça fait beaucoup plus de dégâts. Et ça fait plus de dégâts sur l'estime de soi et le schéma corporel. Et donc là, ça rejoint un peu aussi ce que Madame Elzati disait. Mais vous, évidemment, vous êtes dans la rééducation, parce que comme vous dites, on peut pas couper l'enfant du langage non plus. On peut pas le couper totalement du langage. Tout jeune, on n'est pas du tout dans la rééducation. Pour rééduquer, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne va, qui n'a pas été mis en place, en tout cas qui a été mis en place et qui n'a pas fonctionné. Ici, on est vraiment dans de la prévention, dans la sensibilisation. On va faire de la guidance parentale. Déjà, et c'est donc avant tout, il y a une anamnèse. Dans l'anamnèse, c'est un moment extrêmement humain où on essaie de comprendre, en fait, cette demande, elle vient d'où réellement? Et comment est-ce qu'on est arrivé à cette demande? Et donc là, on va vraiment avoir une discussion avec le parent. Et puis, malheureusement, en effet, même si biologiquement parlant, l'homme en interaction avec les autres, le bébé en interaction avec les autres, déjà, in utero, il apprend des choses, etc. À la naissance, dès les premières interactions, il y a de la communication. Par contre, malheureusement, les enfants ne sont pas tous égaux. Il y a des parents qui ont les compétences, qui sont sensibilisés à la question de l'éducation langagière, de la communication, du contact avec l'enfant, etc. Là où d'autres, parce qu'ils vivent une détresse économique ou sociale, ne sont pas du tout informés par rapport à ça, et c'est extrêmement secondaire. Alors tant que l'enfant est bien, il n'y a pas de maladie, etc., c'est bon, il va se développer tout seul. Mais par moment, il y a des comportements parentaux, bien que je suis persuadée que tout parent est bienveillant, dans la norme. On parle de ce principe-là, en tout cas. On parle de ce principe-là, bien entendu, il y a des cas de déviance, etc. On n'est pas en train d'en discuter, on ne parle pas de ça pour l'instant, en tout cas, je ne parle pas de ça. Mais des fois, venir rappeler aux parents qu'il fait certaines choses très très bien, c'est bien de continuer cette routine. C'est pas une routine anodine, la routine du bain, l'échange. En fait, tout simplement rappeler des choses qui sont tout à fait naturelles. Mais chez certains parents qui sont tellement préoccupés par d'autres choses de la vie, eh bien, c'est des choses qu'on oublie, c'est des choses qu'on bâcle. Et malheureusement, c'est des moments d'échange que l'enfant n'a pas avec sa première figure de communication qui est son parent. Et ça vous arrive parfois, donc, du coup, de donner des petits conseils aux parents en tant que logopède sur la manière de communiquer avec son enfant, ou de le stimuler, ou des choses comme ça? Bien entendu, c'est vraiment quelque chose qui va de pair avec une prise en charge en logopédie. D'ailleurs, souvent, lorsque le parent est disposé, on l'invite en séance, on lui explique ce qu'on fait, qu'il comprenne aussi le jeu, parce que l'enfant, lorsqu'il est plus grand, j'ai joué toute la séance, et des fois, il y a des parents qui ne comprennent pas pourquoi le jeu, et qui n'ont pas conscience de cet aspect de plaisir qui est extrêmement important dans le vécu de l'enfant et dans les apprentissages.
Et puis il y a des parents qui ne laissent pas jouer aussi. Moi j'en ai plein. Parce que tout à l'heure tu disais, je demande aux parents comment l'enfant joue. Puis je me dis, moi je pense à tous ces parents parfois qui sont dans mes consultations et qui disent, ah non, il n'a pas de jouet, il peut pas parce que sinon ça salit mon salon, ça me dérange, j'ai pas envie, il bouge trop, il doit rester assis, alors on le met devant la télé ou devant les écrans. C'est terrible. Voilà. Il y a beaucoup d'enfants à qui on refuse de bouger. Il faut pas déranger les voisins, il faut pas faire du bruit. Le papa il travaille, il est fatigué. Donc moi j'entends tout le temps ça dans mes consultations. Et c'est vrai que quand on regarde les enfants avec des troubles de l'apprentissage, je crois que si je devais faire des statistiques, il y a quand même beaucoup d'enfants où on étouffe leur vie pulsionnelle, où on les empêche de jouer, de parler, de bouger, voilà. Et il y a des parents qui consultent, ah oui, mon enfant, il arrête pas de bouger, il est TDAH. Bah non, il a 3-4 ans, c'est un gosse et il bouge, quoi. Je veux dire, c'est ce que moi j'appelle le fantasme parental. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des parents qui veulent absolument que son salon soit tout le temps bien rangé, que la cuisine soit tout le temps nickel. Au lieu que fondamentalement, et les collègues ici le soulignaient, le jeu c'est la clé de voûte. Quand on regarde le parcours de vie d'un enfant de sa naissance jusqu'à l'âge adulte, les moments clés de son apprentissage, 0-4 ans, et en fait on voit que là c'est parce qu'il joue. Donc il apprend une centaine de mots, on est dans de l'ancrage sur 2 langues, on est dans de la connaissance de son schéma corporel, on est dans de la connaissance de nouveaux objets. Il invente aussi. Exactement. Donc, le jeu est utile. Et puis on revoit cette phase à l'adolescence. Quand les enfants jouent à la console, alors oui, on va stigmatiser la console, les parents vont dire, oh non, tu passes trop de temps sur la console. Mais il faut se poser les bonnes questions. Si l'enfant est sur sa console, c'est qu'il y trouve du plaisir, c'est qu'il joue à des jeux. Et donc par définition, il apprend des choses. Moi, j'ai certains ados que je rencontre qui me disent, oui, mais mes parents veulent pas que je joue à Black Ops, enfin des jeux de tir, etc. sur console. Et en fait, quand on creuse un petit peu l'idée, c'est des gamins qui apprennent plein de choses au regard de leurs jeux vidéo. Ils apprennent à, voilà... Il y a des stratégies. Voilà, il y a des stratégies. Et puis quand ils jouent à des jeux de tir, eh bien, il y en a un qui fait le médecin, l'autre qui fait le tireur, et puis il y a des jeux de couverture. Enfin, des jeux symboliques. Voilà, c'est super intéressant. Mais comme vous le soulignez à l'instant, il y a des parents qui ne l'entendent pas. Il y a des parents pour qui le jeu, ben non, ça ne se fait pas, parce qu'on veut garder la maison nickel, parce qu'effectivement, il y a des voisins qu'on ne peut pas les ranger, parce que... Ouais, effectivement, c'est vrai que Après, il y a des parcs, hein, moi je dis toujours aux parents, voilà quoi, enfin, allez, on habite en appartement, mais moi parfois après l'école, hop, je passe par le parc, une petite demi-heure, 1 heure, courez allez-y, dépensez-vous les gars. Donc, comme ça, quand tu rentres à la maison, c'est bon, c'était bien, je suis fatiguée, maintenant je vais me poser, donc voilà. Exactement. Bon, après, je me rends bien compte, hein, à Bruxelles, on vit dans des apparts, hein, c'est une réalité, il y a des gens, ils sont dans des tout petits espaces, et donc... Du coup, nos auditeurs vont se dire mais en réalité, les logos et les psychomotriciens, ils jouent avec nos gosses, on les paye pour ça, et c'est genre, bon, il y a quand même tout un aspect thérapeutique. Il y a quand même un aspect thérapeutique derrière, et puis un regard aussi clinique qui va aussi regarder surtout comment le va regard l'enfant. clinique. Il y a quand même un regard. On va poser un regard autre sur l'enfant. C'est ça. Et on va inviter les parents à changer de regard aussi sur leur propre enfant. Et l'enfant, il a besoin du regard des adultes pour grandir. De ne pas être stigmatisé. De ne pas être stigmatisé et d'avoir un regard sur lui positif, bienveillant, valorisant. Ouais, super. Alors on va continuer à parler de tout ça. C'est vraiment très intéressant. On apprend plein de choses aujourd'hui. J'espère que vous apprenez aussi, chers auditeurs. Donc vous êtes dans l'émission Santé pour tous. Je vous dis dans quelques instants, on va tout continuer cette discussion sur la santé mentale des enfants et les troubles des apprentissages avec nos spécialistes. Donc s'il vous plaît, restez avec nous. Je vous dis à 3-4 minutes, quelque chose comme ça à mon avis. À tout de suite. Voilà, vous êtes de retour dans votre émission Santé pour tous. Bon, en off, on rigolait, on a plein de choses à vous dire, plein de choses à se dire. Donc, on continue nos débats avec notre psychologue clinicienne, notre pédagogue enseignant en psychologie du développement, une logopède. Donc, vraiment des personnes qui aiment les enfants et qui en ont fait leur dada, leur métier et qui sont là aussi pour vous conseiller, chers auditeurs, chers parents. Donc, du coup, moi, je voulais savoir, Madame Ezzati, juste avant la pause, vous aviez commencé à parler de certaines choses. Est-ce que les difficultés motrices peuvent être d'ordre affectif ? Difficultés motrices, moi je vais prendre la question dans l'autre sens. Les difficultés affectives viennent s'exprimer dans le corps, deviennent des difficultés psychomotrices. C'est comme ça que j'envisage les choses. Mais après, il y a des difficultés psychomotrices qui peuvent aller dans l'autre sens, développer des difficultés affectives, bien sûr, au niveau de l'estime, au niveau... la perception narcissique de soi-même, etc.
On peut avoir par exemple des enfants hyper maladroits qui font tout tomber, qui savent pas tenir des choses dans leurs mains, voilà, ça indique aussi des choses, ça, sur le fonctionnement de l'enfant, peut-être par rapport à l'estime de soi ou à l'intégration du schéma corporel. À l'intégration du schéma corporel, bien oui, sûr. Tout à fait. Mais comment on intègre ce schéma corporel? C'est dans la manière dont on a été porté par la mère, par l'environnement, par le milieu. Donc moi, en séance, je reviens aux fondamentaux, à la base, en fait. On reprend tout à zéro. Enfin, pas tout, parce qu'il y a quand même du bon, il y a quand même des traces de quelque chose. Il y a des choses qui se sont passées avec la maman. Donc l'enfant, il existe déjà avant d'arriver au monde, avant la naissance, il y a une existence. Donc je reviens à tout ça. Et Mademoiselle Takal disait, dans le ventre, l'enfant reçoit déjà des stimulations. Et on dit d'ailleurs que... Il est pensé déjà, il a attendu ou pas? Est-ce que c'est un enfant désiré ou pas? Est-ce que la maman, elle va bien? Est-ce qu'elle est déprimée? Est-ce qu'elle a des problèmes socio-économiques? Tout ça va impacter aussi la manière dont la maman va pouvoir investir son enfant. Cet enfant, comment elle va le penser, comment elle va l'accueillir, comment elle va l'accepter surtout. Et dans toutes ces petites choses, donc un enfant, quand il arrive au monde, il est que dans le corporel. Donc, il n'y a pas encore de psychisme. On est au psychisme. Donc, il n'est que dans le sensorimoteur, dans la tonicité, dans des sensations comme ça archaïques primaires. Et puis, petit à petit, il y aura une émergence, la naissance du psychisme et du langage. Parce que voilà, il faut quand même définir c'est quoi le langage. Donc, moi, en séance, je reviens aux premières sensations corporelles. Mais l'enfant, en fait, de manière très, très spontanée, il va revenir à ses premières sensations. Et donc, un enfant qui a mal été porté, qui a été porté maladroitement, du coup, peut-être, il va faire tomber plus facilement ses couverts à terre, il va être plus maladroit à l'école, avec son entourage, avec ses jeux. Vous voyez, ce sont des petits indices comme ça qui m'indiquent de comment cet enfant, il a été investi dans ses premières relations précoces, où là, presque tout se joue à ce moment-là. Et ça, les auditeurs aussi, il faudrait qu'ils le sachent. Les 6-7 premières années de vie sont essentielles. Alors, si les gens savaient, ils se disent toujours non, mais je vais mettre un cadre, je vais éduquer plus tard, quand il sera plus grand, etc. Alors que les premiers contacts avec la famille, les premiers câlins, les premiers mots doux, les premiers je t'aime, tout ça va avoir un impact sur les premiers biberons. Voilà, ouais. Le premier contact avec le sein de la maman, déjà, tout se joue là. Et le narcissisme, l'ébauche du narcissisme vient de la phase narcissique, la phase où le bébé est en fusion avec la maman. Le bébé, il se perçoit seul au monde quand il arrive au monde. Sa maman, il l'aperçoit pas encore, il se rend même pas compte qu'il a une maman qu'il y a une personne différente de lui qui s'occupe de lui. Pour lui, le lait qui arrive en bouche, il s'illusionne que c'est lui-même qui l'a fait, et qui l'a chauffé. Et le lait tout bon, tout chaud, c'est lui. Il crie, hop, du lait qui arrive. Voilà, je suis super génial. Imaginez ce biberon qui arrive pas à temps, qui arrive trop chaud ou trop froid. Vous imaginez la perception au niveau narcissique. Donc la maman qui n'est pas adéquate, qui répond pas de manière adéquate, va laisser des traces pas très chouettes pour l'enfant. Donc son narcissisme va déjà commencer là, son estime. Et du coup, comment est-ce que j'ai fait mon biberon moi-même? Cette maman, comment elle fait pour être une super maman comme ça? Il faut qu'elle ait aussi un super papa à côté d'elle, quoi. Je veux dire. Quand je dis maman, c'est l'enveloppe qui porte, et dans l'enveloppe parentale, familiale. Donc il y a maman, papa, la nounou. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important quand même d'avoir quand même une famille ou un papa qui s'occupe de la maman, parce que vu que cette maman, elle doit tout donner à son bébé à ce moment-là, et que les 6 premières années de sa vie, c'est hyper important, il faut quand même que le papa, il soit un bon coéquipier et qu'il soit là, parce qu'on parle beaucoup des mamans, mais les papas aussi, ils ont un rôle à jouer. Et même dans le corporel, le papa, il a un rôle à jouer. Tout à fait. Il va aussi séparer cette maman fusionnelle avec... Enfin, séparer, j'exagère. Il y a déjà un acte symbolique, quand on y pense un petit peu. Et c'était un enseignant que j'avais à l'UNIF, Jean-Émile Charlier, à l'UCL, qui me disait ça. Il disait symboliquement, un papa, il a déjà, entre guillemets, d'emblée, un mauvais rôle, parce qu'en fait, c'est lui qui coupe le cordon, qui relie la maman au bébé. Et donc, il dit, il y a déjà, à l'instar de ce que vous disiez à l'instant, une sorte de trauma déjà chez le papa, parce qu'il sait pertinemment qu'il sépare l'enfant de sa maman. Par contre, là où c'est vraiment intéressant, clairement, c'est qu'en fait, à l'instar d'un tango, d'un passo doble, d'une danse, peu importe, la parentalité, elle se vit à 2. Tout à fait.
Et donc, effectivement, il y a une prépondérance du rôle maternel, ça, on ne remet pas en cause, mais clairement, on arrive maintenant dans une mouture depuis une décennie où le papa n'a plus cette place de spectateur dans l'éducation, où moi, j'ai grandi dans les années 90 et je suis issu d'une famille immigrée, donc clairement, c'était cette représentation-là où le papa avait cette posture d'observateur, de spectateur, et tout reposait sur la maman. Là, ça fait une décennie, avec toutes les nouvelles pédagogies qui arrivent, on parlait de Montessori, de Freinet, on voit un petit peu où le temps de travail est rééquilibré entre le papa et la maman. On voit d'autres aspirations pour certaines mamans et puis d'autres aspirations pour certains papas. Et donc, clairement, la place du papa revient un petit peu au goût du jour. Et tant mieux en soi, parce qu'on le prenait comme exemple, et je me prends comme exemple pour l'expliquer. Donc, j'ai 4 enfants. Et j'ai un petit dernier là qui est arrivé, qui a 4 mois. Et donc, il est tout le temps avec maman, mais du coup, ça m'alloue du temps avec les 3 autres. Et donc, de fait, on remarque effectivement que, on parlait du schéma corporel, c'est une petite anecdote, mais j'ai un petit garçon, Noam, à la maison, il a 2 ans et demi, et en fait, il adore courir tout nu. Mais vraiment, il se balade comme ça. Et en fait, quand mes parents voient ça, ils me disent « Mais attention, tu dois l'habiller ». Mais je dis « Mais non, en fait, il a un corps. Et puis, bon, bah voilà, il s'approprie son corps, il s'approprie l'espace avec son corps. Et puis, c'est comme ça. » Et donc, clairement, on a du temps. Et en fait, l'aventure qu'on est en train de vivre en télétravail et puis en téléenseignement, etc., fait qu'on a du temps avec ses proches. Et donc, on peut réattribuer des rôles. C'est papa qui fait à manger, c'est maman qui s'occupe du petit dernier, puis c'est le bain, c'est à tel moment. Et donc, effectivement, on voit que le noyau familial est un petit peu recentré en ce moment. Mais après, ces changements, parce que voilà, il y en a, ils vont dire ah oui, mais bon, avant c'était les femmes qui s'occupaient des enfants et puis les hommes, comme vous disiez, ils étaient un peu spectateurs. En même temps, ce qu'on remarque quand même, c'est que il y a des statistiques sur ça aussi. Quand il y a une implication des 2 parents dans l'éducation de l'enfant, il y a quand même des enfants qui sont beaucoup plus sains au niveau psychique, mais aussi au niveau des apprentissages. On voit des enfants qui peuvent même gagner des points au niveau du QI, mais je parle aussi des capacités d'apprentissage, d'une ouverture sur le monde, de la sociabilisation. Et donc, on voit vraiment que ça a un impact d'avoir les 2 parents qui s'investissent dans l'éducation des enfants. En soi, la particularité, c'est en fait, à plusieurs égards, c'est que premièrement, il y a ce qu'on appelle le human capital, donc le capital humain des 2 parents, qui est à faire valoir. Donc, si on prend les compétences de la maman et les compétences du papa, qu'on les lie ensemble, eh bien, on voit qu'il y a clairement un enrichissement pour les enfants. Donc, maman sait faire ça, papa sait faire ça, j'apprends ça avec papa, j'apprends ça avec maman, et donc il y a clairement un enrichissement. Deuxièmement, il y a un aspect énergivore qui est revu. En fait, là où effectivement, il y a 20-30 ans, la maman avait tout sur ses épaules, mais jamais que 24 heures dans une journée, on voyait qu'il y avait des détresses psychologiques sur la personne qui endossait tout ça. Maintenant, voilà, quand un des 2 parents est un petit peu en position de fatigue, eh bien l'autre prend le relais, et le prend naturellement, et ainsi de suite. Et donc, clairement, on constate, et je le vois bien, qu'il y a des parents qui sont demandeurs, ils ont besoin d'outils, ils veulent savoir comment on fait, et donc, clairement, il faut surfer dessus. Oui, voilà. Mais il y a aussi une pression inverse. En fait, il y a au début, donc l'enfant, quand il arrive au monde, donc il est en fusion avec sa maman, mais la maman, elle est aussi en fusion avec son bébé pour répondre aux besoins de manière la plus adéquate. On appelle ça la phase de préoccupation maternelle précoce. Et malheureusement, avec notre société, il y a une pression pour que la maman sorte de cette fusion-là pour aller s'occuper de son travail. Et c'est dangereux parce que cette phase-là est super nécessaire. C'est 3 mois le congé de maternité, 5 mois si on allaite. 5 mois si on allaite. En Belgique, dans les pays nordiques, c'est 1 an et demi. Exact. Donc, et puis, dans le développement psychique et de la mère en tant que maman et du bébé, il y a cette phase qui est nécessaire de symbiose, d'être dans un monde comme ça, le monde du 1. On appelle ça le monde du 1. Et puis après, petit à petit, on passe au monde du 2. Maman, elle est différente de moi. En fait, c'est pas moi qui fais le biberon, c'est maman quand elle s'absente, qu'elle me dépose. Alors là, mais petit à petit, il faut s'accorder ce temps-là. Et puis on arrive au monde du 3, le monde où papa arrive et il dit non. Rends-moi ma femme. Rends-moi ma femme. Et ce monde du 3 est très symbolique, c'est le monde des apprentissages. Le 3, c'est aussi l'école. Donc il ne faut pas sauter les étapes, il faut y aller doucement. Et en psychomotricité, je reviens au monde du 1, au monde du 2. En fait, c'est pas je reviens, c'est l'enfant. De manière très très spontanée, il va revenir au monde du 1 dans ses jeux, puis au monde du 2 et au monde du 3, et il va rejouer de manière symbolique toutes ces phases-là, là où ça a bugué, entre guillemets, comme on dit maintenant. Les parents, parfois, ils viennent dans les séances de psychomotricité ? Alors, ils viennent la toute première fois, et puis généralement, je m'accorde 3 séances d'observation avec l'enfant, avec l'accord de l'enfant toujours, et puis je les revois à la 5e séance.
Des fois, j'organise aussi des séances parents-enfants. Familiales, oui, Surtout voilà. avec les tout petits bébés, comme ça, je retravaille le lien mère-enfant, père-enfant. Ah ouais. On peut l'imaginer aussi. Puis il y a des séances de psychomotricité en groupe avec les parents. Madame Takal, est-ce qu'il arrive que, par exemple, parfois vous voyez un enfant avec des difficultés d'apprentissage, qu'il ait été orienté vers vous, et que vous sentiez peut-être une détresse psychique chez les parents, ou que l'enfant vous fasse des confidences, et que vous soyez inquiète de la santé mentale de l'enfant, et qu'alors, à ce moment-là, vous deviez peut-être discuter avec les parents pour leur dire d'aller peut-être voir un psychologue ou une thérapeute par rapport à cela ? Alors, effectivement, je pense que et c'est propre peut-être au métier où il y a une relation humaine qui se crée et qui est très forte. Forcément, à un moment donné, si l'enfant se sent bien, si l'environnement est sain et il se sent en sécurité, je pense qu'à un moment donné, il arrive, chez certains patients, pas tous, qu'ils se confient de certaines détresses, de certaines souffrances qu'ils vivent à l'école ou à la maison, de l'arrivée d'un nouveau bébé. Donc tout ça, ça amène beaucoup d'anxiété chez l'enfant. Et par moment, parce que peut-être l'environnement ne le permet pas, mais c'est un enfant qui ne sait pas déposer cela auprès de ses parents. Et donc le thérapeute, il permet par moment de faire une connexion, de faire un pont entre les deux. Alors bien évidemment oui. Alors quand c'est quelque chose que je sais qui est de mon ressort et que je suis capable de gérer, de peut-être faire passer certains messages aux parents, je le fais. Si je vois que c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la psychologie et qui nécessite une thérapie, alors là on réoriente. Mais voilà, ça c'est dans des cas beaucoup plus importants où il y a des problèmes familiaux qui sont assez lourds. Je tiens juste à rebondir juste sur ce qu'on avait dit juste avant par rapport à cet équilibre, ce nouveau équilibre qu'on retrouve depuis une décennie. Je pense aussi que c'est aussi quelque chose qu'on voit dans les familles qui ont cette possibilité en fait de le faire. Il y a, je voulais le dire parce que j'ai peur que nos auditeurs en fait se sentent dans une position un peu culpabilisante où on explique énormément de choses, mais je pense qu'il faut aussi qu'on mette sur la table que nous ne sommes pas tous égaux, même dans l'éducation, même dans nos connaissances, parce que nos connaissances font que nous avons eu la chance d'avoir accès à l'instruction, d'avoir évolué, en plus de l'avoir fait d'avoir étudié des questions qui tournent autour de la petite enfance, etc. Et ça nous sensibilise à cette question d'éducation. Il y a certains parents, de par leur milieu de vie, de par le contexte socio-économique ça fait qu'en réalité, ils sont vraiment loin de tout ça. Au niveau d'éducation, oui, voilà. Déjà parce qu'au niveau de l'instruction, eh bien, il y a par moments très peu de choses. Et puis parce que, il y a vraiment des préoccupations qui sont différentes. Et ça, c'est important. C'est quelque chose que je fais aussi aux parents. Vraiment, il est important de les valoriser dans leur travail, dans leur rôle de parents, parce que on ressent, et je le ressens aussi en rééducation, en séance, et surtout dans la période de l'anamnèse, où on voit vraiment des parents qui sont complètement démunis, qui n'ont pas accès à prendre, l'accès aux livres, l'accès aux articles scientifiques, aux nouvelles. C'est ça. Ils se disent, mais où est-ce que j'ai mal fait Oui. Alors, on n'a jamais mal fait, je pense. Voilà, c'est ça. On n'a jamais mal fait. Je pense, En fait, j'aime à le rappeler aux parents, c'est que le métier de parent, c'est l'un des seuls métiers au monde où on n'a pas de diplôme pour faire ça. Ouais. Et donc, en fait, on apprend un petit peu sur le tard. Par contre, là où c'est très intéressant, c'est que, vous le soulignez il y a quelques minutes, le fait qu'en tant qu'être humain, on est doté de parole et de communication. Et donc, au-delà de l'aspect socio-économique de l'intervenant, de l'individu, on peut partager, on peut expliquer, on peut parfois vider son sac, on peut parfois demander conseil. Et il faut justement, je le dis souvent,
déstigmatiser cette place de l'erreur et de l'aide, de la demande d'aide. Et il faut justement amener les parents à effectivement dire, ben voilà, on est là, telles personnes sont disponibles. On a la chance de vivre dans un pays où il y a une structure sociétale forte. On a l'aide sociale, on a la mutuelle, on a effectivement accès à des logopèdes, des psychologues cliniciens, etc. Donc voilà, il ne faut pas hésiter justement à dire aux parents, ben voilà, c'est le moment, c'est l'instant. Prenez l'information, prenez le feedback chez des spécialistes et ça peut vous aider. Oui, parce que maintenant, on a quand même accès à l'information. Moi, ça me fait penser à une grand-mère qui est venue dans mes consultations et qui me disait vous savez, Madame Leblic, j'ai beaucoup tapé mes enfants. Je les ai beaucoup tapés parce que pour moi c'était comme ça l'éducation, c'était on frappe pour qu'ils écoutent et j'ai pensé pendant longtemps que c'est ça qui ferait d'eux des médecins, des avocats, que ça les ferait étudier, etc. Et en fait ça a fait tout l'inverse. Maintenant que je sais tout ça, maintenant on voit beaucoup des vidéos sur YouTube. La grand-mère elle va sur YouTube, je trouve ça trop mignon. Elle me dit j'ai vu des vidéos et tout sur l'éducation des enfants. Elle me dit je suis aussi un petit peu votre chaîne là, l'espace santé famille, et j'entends tout ce que vous racontez et je me dis oh là là j'aurais dû faire autrement, etc. Mais la chose qui m'a beaucoup touchée chez cette grand-mère, c'est que elle est partie s'excuser auprès de ses enfants. Elle leur a dit je me suis trompée, j'aurais pas dû faire comme ça, et je parle beaucoup avec mes enfants pour qu'ils ne reproduisent pas la même chose avec leurs enfants. C'est-à-dire qu'elle fait attention à ses petits-enfants et qu'elle parle avec ses enfants. Et du coup, ça a vraiment pu débloquer plein de choses au niveau de familial. Voilà, cette thérapie exact. Avec cette grand-mère, finalement, on voit l'impact que ça a pu avoir sur toute la famille de se rendre compte qu'il y avait d'autres pratiques, qu'il y avait exact. D'autres manières de penser, d'autres manières de faire. Alors je suis d'accord sur le fait que qu'on n'a pas eu accès à une certaine éducation, etc. Mais maintenant, il y a plein d'outils, il y a plein de conseillers, il y a exact. Plein de personnes qui sont là, des thérapeutes qui peuvent aider les familles, qui peuvent les aider à s'en sortir, à aller mieux dans leur quotidien, en sachant que la famille, c'est le noyau, c'est la base pour que l'enfant puisse se construire. Si ce noyau ne va pas bien, eh bien l'enfant aura exactement. Des difficultés à avancer aussi. Alors, on va devoir s'arrêter pour cette première partie de l'émission. Dans quelques instants, chers auditeurs, nous allons continuer l'émission pour la deuxième partie. Monsieur Kébir va rester encore un petit peu avec nous, mais il quittera peut-être avant la fin de l'émission. Et nos deux autres intervenantes, Mademoiselle Takal et Madame Ezati, resteront avec nous juste pour cette deuxième partie de l'émission. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. On peut répondre en direct. Nos invités peuvent répondre. Je vais aller consulter le direct sur la page Facebook, mais donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie de l'émission Santé pour tous. Vous êtes de retour dans cette deuxième partie de l'émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Dans cette émission, nous avons parlé de la santé mentale des enfants et de l'impact de cette santé sur leurs apprentissages et leur développement. À ce titre, nous avons invité Mademoiselle Takal Nihat qui est logopède dans les écoles. Nous avons invité Reda Kébir qui est psychopédagogue, politologue, enseignant aussi en haute école. Il enseigne la psychologie et la communication. C'est pour les futurs enseignants, c'est ça? Exact, futurs enseignants, éducateurs et toute personne qui pourrait à un moment donné être amenée dans le champ scolaire à travailler avec des enfants. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis nous avons aussi Madame Ezati Samira qui travaille comme psychologue clinicienne et psychomotricienne relationnelle à l'espace santé famille, qui a rejoint notre équipe récemment et qui a déjà beaucoup de succès d'ailleurs. Donc on est très content de l'avoir avec nous aujourd'hui en plus. On parlait de plein de choses avant la pause. On était parti sur aussi la capacité que peuvent avoir les parents à avoir certaines informations. J'avais pris l'exemple de cette grand-mère qui s'était remise en question sur l'éducation et les pratiques éducatives. Alors on peut brièvement peut-être en parler, mais c'est vrai que les pratiques éducatives peuvent avoir un impact aussi sur la santé mentale de l'enfant. Ça veut dire qu'un enfant, vous parlez d'un enfant dépressif tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des parents quand on leur dit votre enfant est en dépression, ils vous regardent comme ça. Quoi, mon enfant? Un enfant, ça fait pas de dépression. Écoutez, chers auditeurs, voilà, les enfants, c'est comme les adultes, ils ressentent la même chose, ils ont le même petit cœur, ils ont des émotions, donc un enfant peut tout à fait être en dépression, un enfant peut avoir des troubles de l'estime de soi, tout comme un adulte en fait. Donc, du coup, généralement, les dépressions chez l'adulte sont des dépressions infantiles. Exactement, inhérentes à l'enfance, exact. Ça remonte en général assez loin. Est-ce que, peut-être, Monsieur Kébir, comment on pourrait justement faire en sorte que l'enfant ait
une bonne santé mentale? Vous avez dit un petit peu tout à l'heure, peut-être avoir un bon rythme de vie, quelque chose de structuré à la maison, mais les pratiques éducatives aussi ont un rôle à jouer. Oui, effectivement. En fait, déjà la première chose, et j'en parlais tantôt, mais c'est vraiment important parce qu'il faut vraiment l'incorporer dans son schéma de représentation du rôle de parent, c'est que le parent, il doit vraiment faire le deuil de la vie parfaite. À un moment donné, il faut clairement se dire que oui, je n'arriverai pas à tenir mon salon, je n'arriverai pas à faire toute ma vaisselle comme je voulais le faire, etc. Donc ça, c'est vraiment la clé de voûte de la réflexion. Deuxièmement, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que le parent, pour préserver la santé mentale de l'enfant, pour l'aider dans ses capacités d'apprentissage, il doit à un moment donné se dire, tiens, quels sont les réels besoins intrinsèques de l'enfant, pas les miens. C'est vraiment très important, il faut quitter cette position égocentrée du parent, et vous le soulignez aussi à l'instant, sur le fait que par exemple, des parents souhaitent que leurs enfants soient avocats, soient juristes, policiers. En fait, ce n'est jamais, et la phrase le dit d'elle-même, ce que souhaite le parent. Le fondement de la question, c'est tiens, qu'est-ce que l'enfant veut réellement? Alors bien entendu, à 4-5 ans, on va rigoler de ce que l'enfant va nous proposer. Je prends ma femme en exemple, quand elle était petite, elle voulait faire camion poubelle. Donc elle voulait s'occuper de voilà. Mais c'est un petit clin d'œil. Mais maintenant, elle soigne les gens. Mais donc, de facto, à 4-5 ans, on peut rigoler clairement sur ce que l'enfant souhaite faire. Mais par contre, à l'adolescence, quand on est jeune adulte, il faut quitter ce paradigme du parent qui souhaite absolument voir son enfant faire quelque chose, et il faut accepter ce que l'enfant veut faire. Et en fait, cette prise en considération du besoin intrinsèque de l'enfant, si on l'applique dans les processus d'éducation, eh bien, c'est que du win-win pour le parent et l'enfant. Par exemple, c'est anodin, mais dans les pratiques pédagogiques, si à un moment donné, on sait que son enfant aime être en extérieur, eh bien, clairement, oui, se faire violence, même si on n'aime pas aller en extérieur, et aller au parc avec ses enfants. Si on sait que son enfant adore faire de la peinture, alors oui, il y aura peut-être un peu de gouache sur la table, un peu de peinture à l'eau, dans l'évier, etc. Mais par contre, c'est fondamentalement bon pour l'enfant. Donc, premièrement, prendre en considération les besoins intrinsèques de l'enfant. Deuxièmement, miser sur l'intelligence préférentielle de l'enfant. Howard Gardner, fin des années 2010, a validé une théorie sur les intelligences multiples où il explique qu'effectivement, des enfants ont des affinités de compétences, et donc ça peut être du logico-mathématique, ça peut être du langagier, du kinesthésique, ça peut être de l'intrapersonnel, de l'interpersonnel, et donc quand on connaît bien son enfant, on peut miser dessus, on peut miser sur ces compétences-là. Je prends toujours des cas très concrets, comme ça parle aux auditeurs. Je sais que, par exemple, ma plus grande fille, Maïssa, c'est une vraie babelute, comme on dit à Bruxelles, c'est une petite fille qui adore parler. Et bien, du coup, on la pousse à parler. C'est son champ de compétences, c'est son domaine, elle aime ça, donc elle peut parler. Ce que l'on n'envisage pas toujours quand on n'a pas les clés, et ma collègue logopède ici le soulignait à l'instant, c'est que quand on n'a pas les clés, on ne voit pas qu'on peut utiliser cette compétence, mais du coup, dans le cas de Maïssa, la pousser à parler pour nous restituer sa journée, pour nous dire ce qu'elle ressent, pour nous dire ses souhaits, en fait, c'est simplement miser sur les compétences. Donc, autre élément pour faciliter, utiliser les intelligences propres de l'enfant. Et puis, tantôt, on soulignait l'idée aussi qu'effectivement, on a une place bien précise dans le noyau familial. L'enfant est un petit être à part entière. Ce n'est pas une feuille vide sur laquelle on peut tout écrire. Cet enfant a des intérêts, des besoins, et donc dès lors, on peut appuyer dessus. Clairement, oui, j'ai une petite fille à la maison, c'est un petit être, elle a ses besoins, elle a envie de manger tel plat, elle a envie de se reposer, elle a envie de se doucher, elle a des besoins parce qu'elle a envie d'aller voir des amis, etc. C'est comme ça. À partir du moment où on prend tous ces éléments en considération, c'est un élément facilitateur pour l'apprentissage et à la fois pour le maintien de la santé mentale de l'enfant. Oui, et c'est vrai que après, il faut aussi que les parents aient accès à ces informations-là, mais il faut pouvoir aussi observer son enfant, je suppose. Exactement, mais en fait, là, et contre mauvaise fortune, bon cœur, c'est qu'en fait, en période Covid, il y a beaucoup de parents qui sont à la maison, et donc on a du temps, entre guillemets, pour observer ses enfants. On redécouvre ses enfants. Exactement, tout à fait. Et donc, à un moment donné, il faut profiter, effectivement, on est enfermé un petit peu chez soi, on gagne un petit peu moins de sous parce que certains sont au chômage, etc. Mais c'est pas grave, parce que je le disais à l'instant, c'est une mauvaise fortune, mais on a gagné autre chose. Et je suis pas du tout d'accord. C'est du temps. C'est vrai. Je suis pas du tout d'accord. C'est vrai, pourquoi? Pas du tout. C'est une catastrophe. Parce que là, on parle d'une situation idéale, papa, maman, magnifique, bienveillant, suffisamment bon, et qui sont au courant de tout ça, et qui ils veillent au bien-être de leur enfant, mais malheureusement dans les situations où il y a violence. Moi, je suis pas dans l'idéalisation de la parentalité, au contraire. Moi, des fois, je dois apprendre aux enfants à accepter qu'ils vont pas avoir de parents. Et qui doivent faire le deuil que papa, il faut rien attendre de papa et qu'il faut rien attendre de maman. Des fois, on doit accompagner
l'enfant, pour qu'il accepte qu'il doit se soustraire à cette famille-là, qui est dysfonctionnelle, et ça va pas. Et malheureusement, le contexte actuel a fait qu'amplifier cette détresse chez ces enfants-là, parce qu'ils se retrouvent avec papa, maman dysfonctionnels dans des situations vraiment catastrophiques. Donc là, moi, je me retrouve avec une patientèle plus que détruite. Donc avant, l'école faisait fonction fonction de protection. L'école, donc l'année passée, entre mars et septembre, les enfants n'ont pas été à l'école. C'était une catastrophe pour ces enfants-là, pour ce public-là. Moi, je suis pas là pour m'occuper des enfants qui vont bien, je m'occupe des enfants qui vont pas bien. Oui, alors c'est vrai que Monsieur Kébir parle dans le cas de famille, on va dire classique. Classique, mais bien sûr. Vous parlez plutôt, vu que vous êtes thérapeute, vous voyez plus des familles dysfonctionnelles ou des familles qui sont en difficulté. Sont en difficulté. Ouais. Donc moi, je vais aider ces enfants-là à mettre des mots sur leurs émotions. C'est comme ça que je vais aider l'enfant à grandir. Mais avant de mettre des mots sur les émotions, il faut les vivre au niveau moteur, au niveau du corps, ces émotions. Donc la colère, ça s'exprime par le fait de jeter des choses, de choter dans des choses, de sauter, de grimper. Et malheureusement, il y a des appartements où c'est pas possible. C'est pas possible, où on n'autorise pas. Donc moi, ce que je propose parfois aux parents, c'est de mettre un gros pouf comme ça à la maison, un gros pouf, un gros coussin. Et je leur dis quand il est fâché, vous lui dites d'aller choter dans le pouf. Je lui dis d'aller mettre ses poings dans le petit pouf là-bas. S'il a besoin d'évacuer, Mais ça, c'est des solutions, qu'on bricole en fait. On bricole dans les appartements. Et c'est vrai que parfois, le thérapeute, il doit aussi soutenir l'enfant, mais pas pour qu'il se dissocie de sa famille, mais qu'il peut-être développe des stratégies d'adaptation par rapport à sa famille aussi. Mais l'enfant, de toute manière, il va développer des stratégies d'adaptation. Ça, c'est inné en eux, des mécanismes de défense. Ça, c'est automatique, malheureusement, parce que ces fonctionnements qui les aident dans un premier temps à se protéger vont les handicaper plus tard. C'est la dépression à l'âge adulte, ce sont des fonctionnements qu'ils ont mis en place dès leur petite enfance pour se protéger du monde qui les entoure, des stimulations inadéquates. Vous voyez ? Mais ce qui se passe peut-être avec le Covid, c'est que les parents qui peut-être pourraient profiter de ce temps pour s'intéresser un peu plus à leurs enfants, etc., sont tellement préoccupés par leur situation financière, par la maladie, la peur pour leurs propres parents. En fait, c'est difficile parce qu'on a envie de se dire on va mettre à profit ce temps et on va passer du temps... Allez, on va dire dans l'idéal, on va mettre ce temps à profit avec nos enfants et à mieux les observer, à peut-être faire des choses avec eux. Ça marche peut-être pour une personne qui a bien compris que ces premières années de vie sont essentielles et qu'il faut absolument qu'on fasse attention à nos enfants. Mais dans les cas où on est dans des familles pathologiques ou dans des cas où l'enfant ne va pas bien, où le parent, ils sont pas bien, ils sont en difficulté, ils vont manifester pour ouvrir leur commerce. Ces gens sont pas bien. Donc, c'est vrai que, en tout cas, nous, peut-être en première ligne ici, sur le terrain, ce qu'on a pu observer, c'est quand même une grosse dégradation de la santé mentale des enfants. Et du coup, des décrochages scolaires. Moi, j'ai eu pas mal de décrochages scolaires, des enfants qui veulent même plus retourner à l'école, qui passent leur temps, des addictions aux écrans. Des assuétudes, c'est ça. Parce que tellement ils étaient sur les écrans pendant le Covid, que finalement ils y sont toujours en fait. La principale difficulté, je pense, et pour rebondir sur ce que disait Madame à l'instant, c'est qu'en fait, je ne jette la pierre à personne, parce qu'on n'est pas parfait, mais par contre, l'identité parentale va inspirer l'identité de l'enfant. Et donc, les actes posés par un parent vont avoir un effet miroir sur la posture de l'enfant. Là où c'est très important, et le Covid ne nous aide pas, et effectivement, il faut pouvoir prendre du recul par rapport à ce processus, c'est qu'il faut faire la part des choses entre plusieurs identités. Je prends le cas de décrochage scolaire, par exemple, où j'ai rencontré pas mal d'enfants, effectivement, qui étaient en décrochage scolaire. Et en fait, le fait de déposer ces enfants le matin à l'école contribue à valoriser une identité étudiante ou une identité apprenante. Le fait de devoir se lever le matin à 8h et de se connecter sur Teams ou bien sur Zoom à 8h15 parce qu'on a cours à 8h15, le paradigme entre l'identité personnelle et l'identité étudiante, elle ne se fait pas. Et donc, clairement, ce carcan n'est pas respecté. Mais là, normalement, les parents doivent reprendre le flambeau et dire attention, non, de 8h à midi, tu ranges ton GSM, tu ranges ta PlayStation, tu ranges ton ordinateur, t'es en cours. Là, je suis d'accord clairement avec l'idée que certains parents sont déjà débordés eux-mêmes sur cette dualité entre les identités. Mais malheureusement, il faut parfois pouvoir se faire violence. Et nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Bien entendu, si le parent lui-même
que ce soit dans une situation pathologique ou non, si lui-même ne voit pas ce qui est en train de se passer, il ne peut pas le voir pour ses enfants. Mais clairement, il y a déjà une prise de conscience préalable à avoir. Mais donc clairement, je rejoins l'intervention tantôt. Bien entendu, j'idéalise pas la situation parentale, mais il faut bien prendre en considération que certains parents, certains noyaux familiaux ne permettent pas un développement, un processus éducationnel dit ordinaire. Parfois, on est face à des situations qui dépassent le simple champ parental et on a besoin à ce moment-là de thérapeutes ou de spécialistes de la pédagogie ou de la psychologie pour prendre le relais, clairement. Moi, je désespère pas, hein. Non. Mais moi, ça m'arrive, par exemple, je taquine un peu les parents en passant par les enfants. Par exemple, quand on me dit, ah, ben, mon enfant, il fait des crises, il se bat à l'école, il tape, etc. Je dis, et à la maison, maman, elle crie aussi, elle jette des assiettes. Et alors, je taquine comme ça un petit peu. Je dis, comment ça se passe à la maison? Qui c'est qui crie à la maison? Après, il dit, ouais, maman et papa, ils arrêtent pas de crier, ils se bagarrent tout le temps à deux, etc. Et alors, du coup, voilà, c'est ça. C'est du Et donc, mimétisme social. alors, du coup, les parents, ils sont là, ah, mais qu'est-ce que ça a à voir? Bah, si, ça a tout à voir, en fait. Les enfants, ils reproduisent ce qu'ils voient à la maison. Ça a à voir avec Exact. notre système d'attitude. Voilà. Oui, tout à fait. C'est ça. Il y a un Je chouette reproduis. outil là-dessus. Ma petite fille Maïssa, qui a 6 ans, elle a créé le système des bambous. En fait, quand elle sent qu'elle s'énerve, elle compte 3 bambous dans sa tête et ça la calme. Donc elle fait 1 bambou, 2 bambous, 3, et puis ça passe. Ah là là. Méthode Maïssa. Oui, voilà, c'est ça. Les chiens ne font pas des chats. Ouais, c'est ça. Elle est déjà didactique à son âge. Exactement. Alors, on va faire une petite pause, mais j'aimerais bien avoir l'avis de Mademoiselle Takal après juste la pause Oui, bien sur ce sûr. qui vient d'être dit, parce que j'ai vu que vous aviez réagi aussi. Et je suis sûre que nos auditeurs aimeraient savoir ce que vous avez à dire sur le sujet. Donc, chers auditeurs, on revient dans quelques instants après la pause. On en a pour 1 ou 2 minutes et puis on est de nouveau avec vous pour ce petit débat. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour. Je vous avais promis quelques minutes. Et ben nous voilà. Donc vous êtes dans l'émission Santé pour tous. Nous parlons de la santé mentale des enfants et de leur impact sur les apprentissages. Juste avant la pause, il y avait un petit débat entre Madame Ezati et Monsieur Kébir. Monsieur Kébir expliquait l'importance d'être à l'écoute des besoins de l'enfant, de profiter peut-être du temps que nous avions durant ce Covid pour peut-être apprendre à mieux observer, mieux connaître son enfant. Et puis Madame Ezati disait que en tant que thérapeute sur le terrain, c'était un peu parfois catastrophique, c'était un peu difficile, qu'on voyait que les enfants devaient développer des stratégies parce que finalement les parents étaient peut-être trop préoccupés ou avaient trop de soucis ou étaient tellement abîmés que c'était compliqué pour eux aussi de pouvoir être à l'écoute des besoins de l'enfant. Et donc Mademoiselle Takal voulait un petit peu réagir aussi par rapport à ça en tant que logopède, et puis elle est proche des enfants, elle les voit régulièrement en consultation. Donc par rapport à ce qui a été dit, qu'est-ce que ça a suscité comme réflexion chez vous? Ce qu'a dit Monsieur Kébir, ça fait tout à fait écho dans un idéal. Donc Ouais, voilà, comme on c'est bien disait. entendu quelque chose de magnifique et que chaque parent aimerait mettre en place et voir le confinement comme étant quelque chose qui laisse place à plus de temps, plus d'énergie. On a souvent parlé de se reconnecter à l'essentiel et c'est des choses qui sont vraies et je pense que personne viendrait dire ah non, c'est n'importe quoi. Par contre, il y a des situations familiales qui font que c'est des choses qui sont... il y a une réalité à Bruxelles, il y a une pauvreté qui est là, une pauvreté sociale, économique, et aussi quelque part dans ces milieux-là, au niveau intellectuel, les parents n'avaient pas ces outils pour accompagner leur enfant. Ça fait qu'à un moment donné, bien entendu, au-delà, on ne parle même pas de la fracture numérique, de toutes ces familles qui ont 5-6 enfants, mais qui n'ont peut-être pas d'ordinateur, ou dans le meilleur des cas, un seul ordinateur. Il faut connecter, il faut télécharger tous les travaux. Ça demande une logistique énorme, ça demande des capacités, certaines capacités chez le parent, ne serait-ce que pour comprendre, en fait, si le parent est analphabète ou si le parent ne parle tout simplement pas français, comment on fait pour surfer? Alors bien entendu, vous avez parlé, vous aviez dit qu'on avait, aujourd'hui on a accès à pas mal de ressources, mais il faut avoir accès aux bonnes ressources. Alors oui, nous sommes baignés dans les réseaux sociaux, mais tout le monde n'est pas abonné à la page Santé Famille, tout le monde n'est pas abonné à des chaînes d'éducation, etc. Donc c'est aussi l'utilisation de ces réseaux-là et c'est tout à fait en lien et en corrélation avec le milieu de vie de ces familles, de quel milieu ils sont issus, quoi. Tout le monde n'a pas la chance d'entendre parler de certaines pédagogies actives où on parlait de Freinet, de Montessori. C'est vraiment, moi je le dis tout le temps, c'est un privilège et malheureusement des fois on oublie cela. Alors bien entendu, certaines écoles
Alors lorsqu'elles sont dites bonnes écoles, parce que les écoles malheureusement en discrimination positive, ça a galéré en termes de moyens de mise en place des dispositifs, ne serait-ce que, même si les profs étaient de bonne volonté, c'est pas ça, mais on n'est pas formé à. Donc du coup, faire un suivi c'était extrêmement compliqué. Et la solution qu'avaient trouvé certains parents, bien que c'était pas celle que je vais préconiser, mais voilà, c'était on va essayer de se décharger. Alors faites ce que vous pouvez, et puis c'est bon, libérez-vous, c'est en jeu. Et il y a eu une explosion des écrans. Et en effet, il y a eu un impact considérable sur les apprentissages. Quand on voit ici en deuxième primaire, j'arrive dans des classes et je vois que malheureusement, on a des enfants qui ne savent toujours pas lire en deuxième primaire, alors que là, on est censé déjà lire des textes. La lecture n'est plus vraiment saccadée. En tout cas, on commence à avoir une certaine fluidité. On retrouve des enfants chez qui les sons de base ne sont pas encore acquis. Ah, ok. Alors bien entendu, il y a eu un confinement. Bien entendu, il y a eu quand même. On est parti de septembre à mars en école. Il y a une suite. Et il y a eu ce rôle qu'on a ajouté au cartable du parent. Donc vraiment, ce rôle d'enseignant, cette pédagogie qu'ils n'ont pas, ces outils qu'ils n'ont pas, cette énergie qui quel que soit le milieu socio-économique, socio-culturel. Oui, non, mais il faut quand même, excusez-moi de le dire, mais je pense que les personnes, bien entendu, je ne limite pas les... 2 bambous, 3 bambous. La maltraitance infantile touche toutes les classes sociales. Alors, je ne parle pas de maltraitance infantile. Ici, on m'a posé une question en tant que logopède. Et donc, il ne faut pas rentrer dans le préjugé que parce qu'on n'a pas d'argent, on n'est plus... il y a des familles où il y a de l'argent, mais voilà, on est maltraitant psychologiquement et physiquement. Ça arrive aussi dans ces milieux-là. Ce n'était pas du tout mon propos, Madame Ezati. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on a des contacts avec les enfants qui sont différents. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialisée en santé mentale. Je pose une question en tant que logopède et je réponds. D'ailleurs, je suppose j'ai parlé des apprentissages scolaires. Alors, est-ce que, bien entendu, je ne réduis pas la souffrance des parents qui sont issus de milieux plus aisés, mais excusez-moi, les dispositifs ne sont pas les mêmes, les moyens ne sont pas les mêmes. Vivre dans une maison avec un jardin, proposer à l'enfant de pouvoir courir, avoir... l'outil numérique, etc. Je ne suis pas en train de parler de santé mentale, de violence psychologique, etc. Ce n'est pas mon domaine, donc je ne me permets pas de réagir à ce niveau-là. Par contre, excusez-moi, quand on a une famille qui est assise dans 2 chambres, dans un appartement, on ne vient pas faire les mêmes corrélations. Enfin, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques. Et les enjeux sont complètement différents. Alors oui, je m'excuse, mais j'aimerais... Après, peut-être que ce que Madame Ezati veut peut-être essayer de dire, c'est peut-être que il y a des personnes qui peut-être vivent dans la précarité, ou ont peut-être moins de moyens, mais qui ont peut-être une bienveillance éducative et une écoute des besoins de l'enfant et qui peuvent totalement permettre à l'enfant de s'en sortir malgré leurs petits moyens. C'est-à-dire que c'est pas une question entre guillemets de classe sociale ou de moyens, mais c'est une question plutôt d'être à l'écoute de l'enfant et de ses besoins, peu importe son statut social. C'est pour ça qu'on ne dit pas juste économique, il y a un capital social, c'est socio-économique. Et j'ai l'impression que c'est un capital psychique, je pense. C'est un capital psychique. Et dans certaines familles, là pendant le confinement, moi j'étais choquée du rôle de certains parents, du rôle que certains parents ont dû endosser et de faire l'école à la maison. Mais moi, il était hors de question. J'ai une petite fille qui a 7 ans. Là, elle est en 2e primaire, donc l'année passée, elle était en 1re primaire. Moi, j'ai pas fait l'école à la maison, hors de question. Déjà, on est dans un climat anxiogène. Exactement. Maman, donc, elle a dû apprendre le mot coronavirus. Donc voilà, elle a dû apprendre à l'articuler correctement. Donc déjà ça, quoi. Donc je vais pas commencer à faire les devoirs. Moi, je me suis déconnectée de toutes des programmes là sur Facebook. Il y avait des cours en ligne. Moi, il était hors des questions. Et je sais qu'il y a dans certains milieux, c'était un vecteur de maltraitance en plus, de stress en plus. Hein, sur les enfants. Est lié à conflit avec les parents. Donc, du coup, c'est vrai que c'est stressant quand même. C'est ça, et pour revenir à ce qui a été dit à l'instant, je pense qu'autour de cette table, tout était relié, autant l'aspect socio-économique, parce qu'en fait, on ne peut pas le nier. Clairement, ce que vous disiez à l'instant est vrai. Si je prends une comparaison, et je parle bien que d'apprentissage scolaire, entre une famille de 6 dans un appartement de 60 mètres carrés et une maison 4 façades dans le Brabant wallon où il y a 2 enfants,
Ok, en termes d'apprentissage, je me range très bien de votre côté, pas de souci. Par contre, sur le principe de santé mentale, les dégâts que peuvent occasionner des profils de parents d'ordre pathologique ou non, que ce soit dans 60 mètres carrés ou dans 125 mètres carrés, c'est kiff-kiff bourricot. C'est kiff-kiff bourricot. Par contre, Madame Lewick soulignait à l'instant le principe de bienveillance éducationnelle. Et là, en fait, sur le principe de bienveillance, alors on peut mettre tous les cadres théoriques derrière cette approche, mais la bienveillance éducationnelle n'est pas liée de facto à des diplômes ou à des capacités. Je veux dire, moi, j'ai une maman qui n'a pas fait psycho, mais qui a une bienveillance éducationnelle, un truc hallucinant. Et derrière la bienveillance, je le dis toujours aux parents, parce que j'ai des parents qui viennent me voir qui me disent mais la bienveillance c'est être laxiste et je laisse tout faire. Je dis oui Béné à mon enfant. Je dis mais non, c'est pas du tout ça. Je dis le principe de la bienveillance, c'est simplement de dissocier l'enfant de ses actions, de dire, au lieu de dire à un enfant tu es méchant, de dire le fait que tu as cassé mon vase Ming du 4e siècle qui valait 75 000 €, ça c'est pas très cool. Donc ça c'est de la bienveillance. Le fait de donner de la place aux émotions de l'enfant, le fait de lui permettre de dialoguer sur ce qu'il a ressenti, ça c'est de la bienveillance éducationnelle. Et là, a priori, qu'on soit dans 60 mètres carrés, dans 125 mètres carrés, qu'on ait fait psycho, qu'on ait fait ingénierie ou bien qu'on soit technicienne de surface, c'est accessible techniquement bien à tout le monde. Vous avez déjà vu le film La Vita est belle, là? Oui, bien sûr. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez. Je le conseille à mes auditeurs. Donc c'est justement, ce sont des personnes. C'est l'histoire d'un papa et de son enfant qui ont été déportés, hein, donc des personnes d'origine juive. Et ça retrace un peu, d'une certaine manière, la Shoah aussi. Mais le papa va tout faire pour préserver les émotions de son enfant. Exact. Et la pensée magique de son enfant. Et la pensée magique de son enfant pour qu'il puisse sortir de ce traumatisme sans être dans un traumatisme. Et c'est un film magnifique. Et ça représente très fort, je trouve, cette idée de bienveillance éducative, c'est de préserver et protéger son enfant, quoi qu'il arrive, même avec un coronavirus, même avec des choses aussi graves. Maintenant, je voulais juste revenir sur ce que Madame Takal disait. Est-ce que vous ne pensez pas que le rôle aussi des intervenants de première ligne, c'est aussi la prévention, c'est aussi de dire, mais vous savez, il existe ça ce serait bien. Enfin, vous voyez, quand on remarque justement qu'il y a ces familles fragilisées et que ces familles, financièrement, sont en difficulté ou autre, moi, ça m'arrive, par exemple, dans mes consultations, d'avoir une famille qui vient et puis de leur dire, écoutez, vous savez qu'ici, on a des assistantes sociales, elles pourraient vous aider administrativement, elles pourraient regarder un peu pourquoi vous n'avez pas été payé, pourquoi on peut chercher des écoles avec vous aussi. Enfin, nous, à l'espace santé famille, notre approche, elle est multidisciplinaire, quoi. C'est pas que de la psycho, mais du coup, même en tant que logopède, vous l'avez dit aussi, à un moment donné, ça peut arriver qu'on va réorienter ou conseiller aussi les parents. Tout à fait. Donc la prévention, elle vient aussi à ce niveau-là, c'est de pouvoir évidemment expliquer aux parents, pas se dire simplement ils sont pauvres, laissons-les, enfin voilà, ils pourront pas avancer dans leur truc. Pas du tout. Mais ça donnait, si ça a été interprété de cette façon-là. Ça donnait l'impression. Je pense, je disais juste que en effet, il faut une certaine disposition, en tout cas. Ne serait-ce que matériel, on peut pas le nier. Enfin, je veux dire, c'est aberrant de penser que ça n'a pas d'impact. Après, cela ne veut pas dire qu'un parent qui vit avec 1200 € de salaire pour sa famille, forcément, et de ce fait, une personne qui n'a pas eu accès à l'éducation, parce qu'on ne connaît pas les parcours scolaires, et c'est pour ça que d'ailleurs, les parcours de vie des personnes, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en tout cas en logopédie, l'anamnèse est extrêmement importante, mais je veux dire en psychologie et dans toute discipline. Donc ce n'était pas du tout mon propos et dans ma pratique, bien entendu, j'ai eu cette chance de rencontrer des parents qui devaient se démener dans des situations qui étaient économiques extrêmement dures, mais d'une sagesse et d'une bienveillance incroyable, et leur seul souci était leur enfant. Et c'est des parents qui couraient énormément, qui chez le logopède, des psychologues, etc. Oui, bien entendu, et ça amène que ça fait que ça ne donne pas des définitions toutes faites comme ça. On met pas dans des cases, et encore en début de séance, en début de séance, c'est mon côté logo. En début d'émission, on le disait, on veut pas mettre d'étiquette, et on essaye de pas en mettre. Mais voilà. Mais il y a des faits qui sont là, et il y a malheureusement des situations de vie où on pose un mot et
Mais parfois, j'ai l'impression que les parents savent pas où aller chercher de l'aide. Parce que, par exemple, il y a des structures qui vont... par exemple, maintenant, on a vu que les CPS pouvaient payer un ordinateur pour les enfants. Il y a Molenbeek. Enfin, il y a eu plein d'associations qui ont aidé pour distribuer des PC. Il y a aussi des aides qui existent en matière préventive. On peut recevoir des livres gratuitement. Je pense à la plateforme Yapaka. Enfin, il y a plein de trucs où on peut aller chercher des informations. Facture numérique. Oui, mais il y a un problème, par rapport aux connaissances, quoi. Ouais, clairement, quoi. Voilà. Mais après, je veux dire, moi, j'entends parfois des mamans qui viennent chez moi. Ah, ma voisine m'a dit de venir chez vous. Vous êtes une psychologue pour enfants, etc. Et mon enfant, il a des problèmes à l'école et je dois avoir une psychologue. Et ma voisine m'a dit que vous étiez venue chez vous. Et alors, c'est la voisine qui prend les rendez-vous en ligne, etc. Donc, on voit qu'il y a quand même une débrouillardise qui s'installe quand même. On demande aux voisins, etc. Quand on a des mamans analphabètes parfois. Donc, oui. C'est clair, quoi. Donc, mais je pense que le professionnel aujourd'hui, il doit avoir aussi, il doit pouvoir soutenir les parents. Et je comprends qu'une maman, enfin comme Madame Ezati disait, j'ai pas envie de jouer au prof avec mon enfant. Et bon, c'est normal qu'on soit là aussi pour soutenir le parent et l'aider à avoir accès à certaines informations. Peut-être, je ne sais pas. C'est une question que je pose. C'est une très bonne réflexion. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, c'est une très bonne réflexion. En fait, l'idée même, c'est qu'il ne faut pas se substituer aux autres professionnels, mais par contre, il faut, à un moment donné, à un moment M, pouvoir donner l'information utile et pertinente quand un parent est dans le besoin. Donc clairement, et là on revient, si par exemple un jour je vois un enfant qui vient me consulter qui a un retard de langage, je vais peut-être le rediriger vers la logopède, vers l'orthophoniste, vers un médecin ou autre chose. Pareil, si je vois qu'un enfant est victime de trauma, je vais l'envoyer vers un psychologue clinicien, etc. Donc oui, clairement, on ne peut pas substituer, mais il faut pouvoir être vecteur de transfert d'informations, ça oui. Ouais. En tout cas, à mon sens. Vous êtes d'accord, Madame Ezati? Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a une inégalité face à l'accès à l'information. Ça, on peut pas le nier. En fait, pour moi, tant qu'il y a le souci, Madame parlait de souci, de préoccupation de son enfant, tant qu'on est préoccupé par son enfant, c'est que, voilà, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, c'est OK, en fait. Tant qu'on est dans l'espérance, c'est OK pour l'enfant, c'est bon. C'est par là qu'on va tenir le bout de ficelle qui va mener à la résilience de l'enfant. Exactement. Mais ça, c'est donc rien que le fait que le parent vienne déjà en thérapie, ça veut dire qu'il veut aider son enfant et qu'il est à l'écoute des besoins de son enfant. Il faut pas rater le coche, ça c'est super. Donc c'est déjà bien qu'ils viennent demander de l'aide, que ce soit en logopédie, en psychologie. Quelle que soit la porte. Là, voilà. Ok. Alors, on va devoir s'arrêter quelques instants, une petite pause. Monsieur Kébir va nous quitter parce qu'il a des choses à faire. On va pas lui demander tout son planning personnel, mais il a des choses à faire. Et donc, on le remercie vraiment. C'était très chouette. Peut-être dans une autre émission. Mais je sais que vous venez de temps en temps sur Arabelle. Oui, je viens une semaine sur deux donner des conseils pour les parents le mercredi matin. Voilà. Donc, un mercredi sur deux. Mercredi prochain, je suis là. Mercredi prochain, chers auditeurs, si vous voulez entendre les conseils de Monsieur Kébir, n'hésitez pas. Allumer la radio. Je vous dis à tout à l'heure. On reste avec Mademoiselle Takal et avec Madame Ezati pour la suite de notre émission. Donc je vous dis à tout de suite. Nous sommes de retour dans cette toute dernière partie de votre émission Santé pour tous. Madame Ezati est restée avec nous et Mademoiselle Takal aussi. Donc, avant, en off, on a discuté encore. C'est très intéressant les échanges que vous pouvez avoir. Mademoiselle Takal, en tant que, sur le terrain, l'accès à l'éducation, l'accès on dit l'école est gratuite. Enfin, moi, quand je vois ce que je dois payer en début d'année pour mes enfants, je doute que l'école soit gratuite. Donc, un petit peu ce que vous disiez, l'accès à ces informations-là sont pas toujours évidentes. Et puis Madame Ezati disait oui, mais moi au niveau de la santé mentale, j'ai l'impression que il y a des parents qui peuvent avoir beaucoup d'argent, mais qui sont pas du tout à l'écoute des besoins de l'enfant et qui peuvent vraiment avoir un impact très négatif sur leurs apprentissages justement et sur leur développement parce que les pratiques éducatives ne sont pas adaptées aux besoins de l'enfant. Et ça, c'est peu importe la situation socio-économique. C'est un peu ça que vous disiez ? Oui. Je parlais de maltraitance, que la maltraitance infantile, elle touche toutes les classes sociales, comme la maltraitance conjugale touche toutes les classes sociales, en fait. Après, c'est clair que dans une famille où il y a plus de moyens, ça va être beaucoup plus simple. On aura beaucoup plus de moyens, s'il y a un souci, de répondre au souci, de trouver la solution. Et surtout, on aura accès à l'information. Ça, je ne nie pas que les familles où il y a moins d'argent, il y a moins de possibilités, ne serait-ce qu'en termes d'accès à l'information. Ouais. Même d'accès au psychologue. Des choses au psychologue, voilà. Ouais. Donc c'est un frein. Ouais.
C'est vrai qu'en plus, à l'heure actuelle, les services de santé mentaux, ils sont saturés. En hôpital, c'est saturé. On se retrouve, nous, en première ligne et ils ont droit à 8 séances. Donc, 8 séances remboursées par la mutuelle. Alors, je sais pas, chez les logopèdes, c'est 2 ans. Chez vous, la rééducation? Alors, ça peut s'étaler, donc c'est sur une année avec un étalement d'une 2e année. Mais il y a un quota de séances. Tout dépend de la pathologie et du trouble, enfin, en tout cas du trouble. En langage oral, par exemple, il me semble que c'est... j'ai pas envie de dire de bêtises à l'antenne, mais 190 séances étalées sur 2 années. En réalité, ça fait pas. On arrive très vite au bout d'une année. Si on se voit 2 fois 30 minutes, des séances de 30 minutes. Ah oui. Donc 2 fois 30 minutes, ça va aussi vite. Mais bien entendu, et fort heureusement, on a un peu plus de 8 séances, effectivement. Nous, on n'a que 8 séances par an. Donc, en tout cas, pour prendre soin des familles, ce qui n'est pas évident et qui n'est pas énorme non plus. Enfin, il y a je pense qu'au niveau politique, ça essaye de bouger, surtout après les observations post-Covid, ce qu'on voit des dégâts qu'il peut y avoir sur les enfants, et on en a discuté tout à l'heure. Donc, c'est vrai que on est de plus en plus sollicité par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qui, Madame Ezati, quels sont les facteurs qui pourraient aggraver les troubles du développement chez l'enfant? Quels sont les facteurs qui peuvent aggraver un retard de développement, des troubles du développement, des troubles de la motricité, etc. Un climat et un environnement dysfonctionnel, malveillant, maltraitant, qui est dans le déni de ce qui se passe. Enfin, un climat qui a déjà, à la base, créé ce trouble de développement, vous voyez. Dans la famille. Mais alors, qu'est-ce qu'on met dans maltraitance? Parce qu'il y a plein de parents qui vont vous dire, moi, je suis pas maltraitant. Qu'est-ce qu'on met dans maltraitance? Mais en fait, je pense qu'il y a confusion. Pour moi, en tant que clinicienne, quand il y a trouble de l'apprentissage, quel qu'il soit, quand il y a un enfant qui n'investit pas l'école, c'est un enfant qui a du mal à se séparer de son milieu familial, parce qu'il n'a pas appris à s'attacher déjà dans un premier temps. Pour pouvoir se détacher et investir l'école, le monde extérieur, il faut déjà avoir pu s'attacher. Voyez ? Sinon, on s'accroche, on crée des dépendances. Moi, j'ai une lecture plus clinicienne. Et ça, c'est valable pour tous les milieux, pour toutes les familles, en fait. Le rôle premier, le job premier des parents, c'est de créer un lien d'attachement. Vous voyez ? Bien, suffisamment sécure pour pouvoir permettre à l'enfant d'investir son monde et ses apprentissages. Donc, moi, quand j'ai un enfant qui n'est pas bien à l'école, qui n'apprend pas bien, qui ne prend pas du plaisir à apprendre, c'est qu'il n'y a pas du plaisir en amont. Il n'y a pas eu assez de plaisir. Parce qu'on ne peut pas remettre la responsabilité uniquement sur les parents, parce que les parents, ils font des fois assez et suffisamment, mais c'est pas assez, parce que l'enfant, il naît aussi avec son propre potentiel, ses propres compétences, ou pas. Donc c'est assez complexe. Par exemple, la négligence, c'est une forme de maltraitance. Donc, par exemple, ignorer l'enfant, faire comme s'il n'existait pas, ne pas lui parler, c'est aussi de la maltraitance. Il y a des parents qui ne vont pas se dire que c'est la maltraitance. C'est la violence suprême, ça, de nier l'autre dans son existence, d'ignorer l'autre. Et il y a des familles où l'enfant, par exemple, tant qu'il ne parle pas, donc un bébé, il ne parle pas, donc il n'existe pas, il n'a pas de personnalité, donc on ne va pas interagir avec lui. Moi, je peux citer le cas de mamans qui sont arrivées en Belgique, donc des mamans immigrées, parce qu'on ne leur a pas parlé quand elles étaient bébés, donc elles estiment que elles n'ont pas à parler avec leur bébé. Tant que le bébé ne sait pas parler, je ne parle pas. Oui, ou alors même quand ils savent parler, ils disent ici, on ne comprend pas ce qu'on dit. Il faut déconstruire tout ça. Donc, clair. Déjà, un enfant, quand il pleure, il parle, il communique. Quand il fait des blablabla, papa, il parle déjà. Donc, quand il pointe, on dit que le premier geste qui rentre l'enfant dans le langage, c'est le pointis. Quand l'enfant désigne un objet avec son petit doigt, il montre à sa maman un objet, les Kellogg's ou le biscuit qui est dans l'armoire. Et donc le bébé, et puis il sait pas parler. Donc il regarde sa maman, avec son petit doigt, il va montrer l'armoire où il y a le biscuit. Déjà là, donc comment maman va répondre à ce geste, comment elle va interpréter ce geste, il y a les prémices du langage qui va se mettre en place. Langage avec les mots, mais surtout au niveau psychique. Voilà ce que je peux dire. Ouais, ça fait vraiment écho à la prise en charge précoce. Dans des cas, c'est ce qu'on disait en début d'émission, dans des cas où justement les parents ne sont pas conscients de tous les éléments communicationnels qui existent en fait, et parce que justement on pense que la communication c'est parler, que l'enfant, voilà, comme Madame Ezati l'a dit,
lorsqu'il pointe, il me demande justement à rentrer en communication. Il rentre en communication, mais la communication, elle va dans les deux sens. À un moment donné, ça ne peut pas être, ça ne peut pas aller que de l'enfant et puis il n'y a pas de réponse. L'enfant, il va y avoir un blocage à ce niveau-là. C'est pour ça que lorsqu'on fait de l'éducation précoce, bien justement, on explique aussi aux parents ces petits gestes anodins. Donc nous, naturellement, si un bébé va me montrer, je ne sais pas, un vélo va me pointer un vélo dans le parc, et moi, naturellement, je vais dire « Ah, c'est le vélo !» Peut-être qu'un papa, une maman qui n'a pas conscience, en fait, justement, de cet acte de communication. Alors, des fois, ça se fait naturellement, et c'est génial, on vient valoriser le parent, on vient lui expliquer que et c'est extrêmement bien de continuer, il faut qu'il continue dans ce sens-là. Il y a des parents qui ne sont pas du tout conscients de ça. D'où, par moment, lorsqu'on arrive et on voit que, parlait tout à l'heure de la prise en charge à partir de 3 ans, eh bien oui, dans certaines familles, il y a des enfants à 3 ans qui ne parlent pas ou qui n'arrivent vraiment pas à s'exprimer. Et du coup, ça crée énormément de frustration, autant chez le parent que chez l'enfant. Mais parfois, on met aussi beaucoup l'enfant devant l'écran. Enfin voilà, petit. Enfin, on explique bien que les écrans avant 3 ans, faut éviter parce que justement, l'enfant, il ne sait pas encore dissocier le faux du vrai. Quand il regarde la télé, il pense que c'est réel en fait, et donc ça peut même faire des cauchemars, etc. L'autre jour, j'avais une maman qui me disait, mais c'est bien pour le langage la télévision. J'ai dit ah bon. J'ai dit et alors moi j'ai dit et pourquoi tu penses ça? Enfin moi je me suis la télé ça parle. J'ai dit oui, mais toi comment tu fais pour apprendre le néerlandais? Tu communiques avec les autres en néerlandais. Si tu parles pas néerlandais, tu vas pas apprendre le néerlandais. Je dis avec un enfant, c'est pareil. Il lui cause pas la télé, il répond pas. Donc la télé lui parle, mais la télé parle, mais voilà, il est passif. Il regarde, il bouge pas, donc il bouge pas son corps, il bouge pas sa langue, c'est-à-dire qu'il parle pas. Voilà, il y a pas de stimulation à regarder la télévision. C'est très mauvais pour le cerveau de l'enfant. Exactement. Et donc il y a des parents parfois ils viennent en consultation, mais ça fait 3 ans que l'enfant il regarde la télévision. Donc en même temps. Tu te dis, clairement, si personne ne lui parle et que la seule chose qu'il voit parler, c'est la télévision, voilà, c'est un peu normal qu'à un moment donné, au niveau du langage, il y ait du retard. Et catastrophique. Moi, j'avais une maman aussi une fois qui m'avait dit, et c'est vrai que parfois, on est en décalage. Hein, c'est vrai que comme nous, on a reçu une éducation par rapport aux enfants, mais j'avais une maman une fois qui me disait, je crois qu'elle était à son 5e enfant, et je lui dis mais ça va, vous en sortez 5 enfants et tout, le bébé et tout. Je dis parce que le bébé ça doit pas être évident, il demande beaucoup après la maman, etc. Elle me dit non mais en fait je le mets dans la chambre et quand il pleure je ferme la porte. Donc voilà. Et puis moi j'étais là, je me suis imaginée dans la peau de ce bébé. Je sais pas marcher, je sais pas bouger, je dépends entièrement de quelqu'un d'autre pour me nourrir et je suis toute seule dans une pièce et personne ne m'adresse la parole. C'est extrêmement violent. Et en fait, certains parents ne se rendent même pas compte de la violence qu'ils peuvent faire subir à leur enfant quand ils nient leurs besoins, quand ils ne répondent pas aux questions. Voilà, un enfant qui te parle et tais-toi, bouge-toi, enfin, j'ai pas envie de te parler, etc. On se rend pas compte de la violence qu'on peut faire quotidiennement à nos enfants. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Madame Zati. Tout à fait, d'accord avec vous. Tout à l'heure, vous avez parlé... je sais plus, de l'alphabet, des sons, d'apprendre à parler. Déjà pour moi, l'alphabet, elle s'apprend par le corps. Déjà avec son corps, on apprend le mou, le dur, le vide, le plein. La maman qui laisse son bébé seul dans sa chambre alors qu'il pleure, c'est le silence. Moi quand je pleure, il y a le silence qui me répond. Tout ça, ce sont déjà des sons qui vont créer des sensations au niveau moteur, des premières sensations liées aux lettres en fait. On vit la lettre déjà dans son corps. Avant d'apprendre à lire, à écrire une lettre, on la vit au niveau corporel, au niveau de son axe. Donc un corps, il est divisé en 2. Il y a le côté droit, le côté gauche, le haut, le bas. Les lettres, quand on regarde, elles se construisent comme ça. Il y a une barre. Si on met un rond à droite, ça va être un B. Si on met un rond à gauche, ça va être un D. Donc tout se construit autour des axes. Donc il faut revenir au corps. Le corps, c'est la base de tout, en fait. C'est de là que va naître le psyché, la pensée. Et qui dit pensée, dit langage, accès au langage. Le langage, c'est quoi? C'est quand un enfant, il apprend qu'une chaise est une chaise. Et qu'une table, c'est une table. Et donc, c'est pas moi, donc c'est différent de moi. Le langage, c'est déjà comment moi je suis différent par rapport au monde, comment moi je suis différent avec maman.
Donc il faut revenir à tout ça. Tout ça, ce sont des moments super importants qui sont vraiment des moments clés pour le développement de ce qui va se passer après à l'école. Donc moi, quand il y a trouble de l'apprentissage, quel qu'il soit, c'est quel est le trouble de l'attachement, comment l'enfant... Vous liez ça d'office à quelque chose d'une difficulté affective. Ça peut pas genre être inné, qu'un enfant peut naître avec une 10 ou avec... pour vous, vous dites c'est que quelque part, il y a une souffrance chez l'enfant qu'il faut régler avant même peut-être de faire de la rééduque ou des choses comme ça. C'est comme ça que vous voyez les choses ? C'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Nous, en logopédie, on a une approche, un regard qui est peut-être un peu différent sur certains 10. Il y a une étiologie qui est présente, et les études le montrent. Donc, effectivement, il y a par moment, et dans certains cas que je ne nie pas, la sphère psycho-affective qui va venir vraiment, comme on l'a dit en début de séance. En fait, ça va dans les deux sens. Par moment, en effet, on a cette sphère psycho-affective qui va venir impacter, quand on parle des apprentissages, l'entrée dans les apprentissages, le développement, entre guillemets, normal, mais il y a une partie de génétique dans certaines difficultés, dans certains troubles. Très bien entendu, je ne parle pas de tous les troubles. Et ici, dans le cas de Madame Ezati, je ne me connais malheureusement que très peu en... Mais par exemple, vous voyez des parents qui disent « Ah, mais moi aussi, j'ai parlé tard, par exemple. » Ça peut arriver que des parents viennent vous voir en disant « Ben voilà, mon enfant de 3 ans ne parle pas. » Ou son frère aussi, il a eu du retard pour le langage. Et que le papa ou la maman dit « Ah, mais moi aussi, quand j'étais petit, j'ai parlé tard. Enfin, il m'a fallu... » C'est ça que vous voulez dire ? Il y a un genre d'étiologie comme ça où on voit qu'il y a parfois dans la famille... Et c'est scientifiquement prouvé. Donc, il y a des traces qui sont bien présentes. Lorsqu'on a un enfant qui est dysphasique, qui donc, c'est l'ancienne appellation, mais donc un trouble envahissant du langage. Et du langage. On retrouve dans la famille, on retrouve par moments au niveau de l'anamnèse, on voit que le parent, s'il a été diagnostiqué, en effet, a vécu la même chose, la même expérience langagière. Or, je n'ai pas envie, parce que je ne suis pas du tout formée à ce niveau-là, de dire que, ah non, je pense que c'est que neuro. Non, peut-être que dans certaines situations, il y a la sphère psycho-affective qui est très présente, qui va venir vraiment impacter le développement global de l'enfant. Et donc, qui dit développement global, on parle aussi de langage, dit langage. Donc voilà. Après, en tout cas, pour ce qui est de l'ordre des troubles 10, je vais pousser juste un tout petit peu plus la réflexion, mais juste pour vous embêter toutes les deux. Je ne sais pas si vous saurez répondre à ma question. Récemment, on a fait des découvertes en épigénétique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. On a vu en fait que les traumatismes pouvaient impacter le génome, c'est-à-dire la trace, le marqueur qu'on a sur les gènes, et que justement, ces traumatismes, comme ils modifiaient le génome, enfin les gènes, pouvaient aussi avoir des conséquences du coup sur le développement de symptômes à des générations futures. C'est-à-dire que vu que si le parent était marqué par un traumatisme, son gène a été modifié, il peut transmettre son gène modifié à son enfant. Et donc, du coup, l'enfant peut développer des symptômes, alors que lui, il n'a pas eu de traumatisme. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'un peu d'épigénétique, Samira. Moi, j'adore. Tout ce qui est neurosciences et épigénétique, je kiffe vraiment. C'est mon nouveau dada. Moi, j'ai entendu parler d'épigénétique, mais ça m'a tout de suite fait penser au transgénérationnel. Oui, voilà, c'est ça, c'est du transgénérationnel. Mais aux archétypes, donc c'est des mots différents pour dire un peu la même chose. Mais l'héritage, en fait. L'héritage, au niveau de l'inconscient. Parce que du coup, là, on va remarquer que, par exemple, un parent avait peut-être lui-même déjà des troubles du langage ou des troubles 10, etc. Et puis, finalement, on voit que l'enfant a le même. Alors, soit on peut postuler de l'idée que, peut-être qu'il y a des difficultés cognitives qui étaient déjà présentes. Soit on postule alors que il y a eu un trauma et que ce sont un symptôme, etc., qui vient irriter. Alors, on va laisser la question en suspens, de toute façon, parce que l'émission se termine tout doucement. Mais je voulais quand même qu'on donne
donne quelques petits conseils à nos éditeurs pour terminer l'émission. Donc je ne sais pas, Madame Ezati, est-ce que vous pourriez donner quelques petits conseils justement pour aider les parents justement à permettre à leur enfant de bien se développer au niveau moteur, de psychomoteur, pour qu'ils puissent être bien avec eux-mêmes, enfin pour que les enfants puissent avoir un bon équilibre et puissent se développer au niveau de leur apprentissage. 2-3 petits conseils comme ça pour les parents? De veiller à un environnement assez sécure et assez bienveillant, un environnement où il y a du lien, on est dans le lien à l'autre et dans le souci de l'autre. Bon, c'est le conseil de base qui serait du bon sens pour certains, mais pas forcément. Après, j'ai pas de baguette magique, j'ai pas de solution magique. Il n'y a pas de parents parfaits. Il n'y a pas de parents parfaits. On fait suffisamment bien, comme on dit. On fait comme on peut. On fait comme on peut. Madame Taquel? Alors moi, je dirais aux parents, déjà, chapeau pour le travail que vous faites. Parce qu'en effet, on n'apprend pas à être parent. C'est vraiment une expérience qui doit se vivre. Même moi, en tant que professionnelle, des fois, vraiment, j'essaye vu que je n'ai pas encore eu la chance de vivre cette expérience que devenir parent. Donc, je dirais d'abord chapeau. Et moi, je pense que tant qu'il y a, comme on le disait en début, dans le cours de l'émission, tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a cette envie de vouloir accompagner son enfant au mieux, c'est une très bonne chose. Très fort heureusement, nous avons aujourd'hui des structures. Nous avons des centres d'accueil, nous avons des centres de santé mentale qui ne coûtent pas nécessairement, c'est l'euro symbolique. Bien entendu, il y a des sont surchargés, mais en tout cas, il y a pas mal d'informations qui sont disponibles auprès des directions des écoles, auprès des crèches. Donc vraiment, l'effort, il faudra faire un effort, celui d'aller chercher l'information. Il ne faut pas hésiter à parler. Et puis de là, voilà, se laisser guider un peu par cette expérience naturelle qu'être parent. Qui est d'être parent. Et puis voilà, essayer de prendre des conseils par-ci, par-là et de faire au mieux. Je pense que c'est le plus beau des conseils qu'on peut donner aux parents. Ok, je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Chers auditeurs, notre émission se termine et donc je vous dis à samedi prochain sur Arabelle FM, donc au 106.8. Nous serons avec vous de 14 à 16h comme tous les samedis. À bientôt.